émission 867. Cette semaine, Avengers Twilight, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, le mystérieux étonnant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont mystérieusement étonnants. Peux-tu croire qu'on ne l'a jamais faite, celle-là? J'ai bien de la misère à le croire. Là, je suis en train de douter. Je vous les présente à l'instant. Le premier à lire les X-Men, il n'en est pas à sa première exploration d'un futur possible. Simon Chénier est avec nous. C'est presque un twerp des X-Men, là, tu sais, genre, bon, voici le futur de telle version, de tel fils, de telle fille, dans tel univers parallèle. Tellement. Christophe. Simon, comment ça va? Ça va, je suis rendu dans la saison 6 de Dynasty. Ah, pas sûr, ça va bien d'abord. C'est quelque chose. Mais tu t'écoutes ça pour le fun ou t'écoutes ça parce que tu te fais mal? Honnêtement, j'écoute ça plus comme un bruit de fond quand je télétravaille. Ouais, je comprends. C'est comme un peu un radio-roman sur mon autre écran. Il y a comme une sonorité très 80. Fait que ça fait ouais, c'est ça. Vu que je l'écoute version française, j'ai l'impression d'écouter comme la vieille télé. Puis, ouais, je comprends ça. C'est bien. Sauf que, tu sais, c'est ça. J'ai le goût à un moment donné de faire la liste de ce qui arrive à chacun des personnages parce que ça n'a aucun bon sens. Ça fait pas de sens, ouais. Non. Puis c'est comme. Ben, c'est ça. C'est de la vieille télé. Et des clichés. Ouais, c'est ça. Puis c'est du soap, mais c'est joué gros. C'est de la grosse série avec des gros enjeux, mais j'aime ça des gens riches qui s'entre-déchirent. Fait que je trouve ça drôle. C'est-tu dans Dynasty ou dans Dallas qu'une saison complète, c'est un rêve? Dallas. Ça, là. Ouais, ça c'est... Wow. C'est next level. On dirait une joke des Simpsons. Ouais. T'sais, on dit une joke qu'on fait dans les premières saisons des Simpsons. Hey Simon, permets-moi une petite annonce avant de commencer l'émission. Puis non, je ne vais pas vous plugger notre spécial d'Halloween qui aura lieu le 28 octobre prochain, quoique je viens de le faire, puis j'en parlais tantôt pareil. Mais j'ai demandé la permission à notre ami Jake, parce que Jake est à la recherche d'un appartement et à Montréal, pour les gens qui ne vivent pas sur l'île, il y a un taux d'inoccupation en dessous du 1%. C'est une crise du logement actuellement et qui est adressée par nos gouvernements à tous les niveaux. Écoute, bravo, chapeau à tous ceux qui adressent ce problème crucial dans notre société. Il aide beaucoup. Oui, écoute, on les sent à l'écoute du peuple. Mais Jake est à la recherche d'un appartement, 3,5, si possible, pas de colocation, c'est ce qu'il aimerait, mais quoi qu'il est très au courant qu'en ce moment, la situation n'est pas l'idéal. Donc, si vous avez un logement pour notre ami Jake, possiblement dans Schlaga, mais quoique, en ce moment, encore une fois, il n'y a tellement pas de choix qu'il est ouvert, écrivez-moi, ben@mystérieuxétonnant.com, quoique je sais qu'il y a ben des auditeurs, auditrices des Mystérieux Étonnants qui l'ont rajouté sur Facebook, parce que contrairement, mettons, à Simon et moi, il est très, très social avec le monde dans ses plateformes virtuelles, donc vous pouvez y écrire directement, mais sinon, ben@mystérieuxétonnant.com, si vous avez un appartement pour notre ami Jake, parce que là, en ce moment, c'est un peu le bordel. Il doit trouver de quoi rapide. Puis, il n'est pas sans logis, il n'est pas à la rue, inquiétez-vous pas, mais on veut pas qu'il se rende là, donc il faut y trouver un appartement. Donc, voilà, c'est envoyé dans l'éther. On sait que l'effet mystérieux étonnant, des fois, fonctionne. On a des retours, donc c'est envoyé dans l'éther pour notre ami Jake. Sinon, je viens de le plugger le lundi 28 octobre, c'est notre spécial Halloween. Ouais. Ça s'en vient vite. Très vite. Ouais, je pensais à ça aujourd'hui. J'étais comme, tabarnak, j'ai comme, de quoi je vais parler? Ça va être quoi mon costume? J'en ai aucune idée. Moi, j'ai mon costume. J'en ai parlé la semaine passée avec Charlotte. C'est Charlotte qui va me maquiller, qui se représente également au spécial d'Halloween, notre amie Charlotte qui participe à l'émission. Puis on fait ça dans le cadre de Space, bien sûr, 2e année consécutive, qu'on fait ça dans le cadre d'un festival qu'on aime beaucoup. On fait ça au Théâtre Plaza, ici même sur Montréal, donc sur Saint-Hubert. C'est un amphithéâtre. C'est le premier amphithéâtre que les Mystérieux Étonnants font. Donc, on a besoin de nos fans, nos auditeurs, auditrices sur place le 28. Les portes ouvrent à 19h et le show est à 20h. Soyez des nôtres, ça risque d'être pas mal nice quand même. Là. C'est la crowd de Space, c'est notre gang. C'est Jarrett Mann, le directeur du festival, qui nous a invités pour une 2e année consécutive. C'est 15$ à la porte, mais si vous avez la passe Spasme, vous avez accès à l'enregistrement.
Donc, c'est un show d'environ 2 heures max. On ne va pas éterniser ça. Là. C'est quand même un lundi. Fait que si vous voulez arriver costumé, moi, je vais être costumé également. Simon va chercher son costume. On va trouver de quoi. Ça risque d'être pas mal cool. L'année passée, on a eu une belle expérience. Puis on avait quand même plugué ça un peu à la dernière minute, le 2 octobre. Puis là, c'est pour ça qu'on s'est pris d'avance cette année. Mais là, on le voit, là, les gens achètent leurs billets un peu à la dernière minute. Moi, je commence à faire de l'anxiété depuis 2 semaines. C'est que si vous voulez réduire mon anxiété, parce que je vois la vente des billets, j'ai un rapport à chaque lundi, à chaque matin, allez acheter vos billets maintenant. Moi, ma grosse crainte, là, c'est que je vois qu'il n'y a aucun billet qui a été acheté, puis que le monde a juste acheté des passes, ce qui est bien correct si vous achetez des passes-pass, parce qu'on va encourager l'événement, puis que finalement, je pense qu'il n'y a personne, puis que lundi, c'est comme fucking rempli, mur à mur. Prenons pas de chance. Achetez vos billets maintenant pour être sûr d'être présent. Voilà, c'est l'invitation est lancée. On a tout le temps le fun de faire des spéciaux d'Halloween. C'est comme une tradition qu'on a depuis plusieurs années. Puis la semaine prochaine, je vais dévoiler notre programmation pour octobre. Vous savez que depuis la pandémie, on célèbre Halloween chez les Mystérieux. On a des shows thématiques tout au long du mois. Et sur notre Discord, notre plateforme virtuelle Discord, on écoute des films, puis on a des activités également qui sont virtuelles. Donc, ça va se répéter. La semaine prochaine, on commence l'Halloween. On commence le 29, mais le lendemain, c'est le 30. Là. Fait qu'on va annoncer ça. On va annoncer ça là, direct. Attends, c'est le 29, notre show, ou le 28? Le 30, non, on fait ça le... Hey, là, je suis perdu dans les dates. C'est le 30. Tu veux dire le 30 septembre, le premier? Le premier, c'est le 30 septembre, right? Ouais, c'est ça, c'est le 30 septembre. Donc, on commence ça le 30 septembre, cette année Halloween. La semaine prochaine. Semaine prochaine. Ouais. Christy, on est perdu. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le 30 septembre. Le lundi. Un 30 septembre. Fait qu'on commence l'Halloween. La semaine prochaine, quand même. Je peux déjà vous annoncer nos invités la semaine prochaine, par contre, pour mousser la patente. Ah ben, let's go. Ça va être la gang des Roadkill Superstar, nos amis qui vont... oui, avec Yoann, Anouk, François, qui vont venir nous parler de leur plus récent... Ben, pas leur plus récent film, mais leur avant-dernier plus récent film, parce qu'ils ont comme 2 films qui sont sortis un peu en même temps. Là. Ils viennent de parler de We Are Zombies, qui va être d'ailleurs en prestation, ou en projection plutôt, dans le cadre de Space. Donc, c'est comme tout est dans tout. Tout est dans tout. Le reste de la programmation pour notre mois d'Halloween va être dévoilé la semaine prochaine. Donc, déjà là, des gros invités pour commencer le mois d'Halloween la semaine prochaine. Ça va être big, ça va être le fun. Soyez des nôtres le lundi 28. Puis, je vais pas arrêter de vous en parler pour les prochaines semaines. Achetez vos billets maintenant. Je vois dans le chat pour les gens qui nous écoutent live qu'il y a déjà des gens qui ont acheté leurs billets. C'est bien gentil. Faites ça maintenant. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Il n'y a pas d'excuse. Ça prend 2 secondes. Merci d'avance. Puis on se voit le 28 octobre. Moi, je suis un peu pogné pour mon costume parce que toutes les idées que j'ai incluent qu'il faudrait que je me rase la barbe. Puis je veux pas. Fait que je vais essayer de trouver des choses qui ont rapport. Mais avant, tu te rasais la barbe. Je me souviens de t'avoir vu une couple de fois. Il y a une dizaine d'années, tu te rasais la barbe de temps en temps. Il y a très longtemps. Ouais, c'est ça. Là. Genre, je pense que je la laisse pousser depuis 2009. Ouais, je pense que je t'ai pas vu sans barbe depuis cette époque-là. Mais t'as pas une barbe que tu pourrais incorporer dans ton costume? Ah ben c'est ça qu'il faut que je trouve, là. Un personnage ou quelque chose. Capitaine Haddock, c'est le plus simple. Ouais, mais non. Ça, non. Tu me connais, moi, il faut que je trouve de quoi de vraiment bizarre. De méta, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était d'exemple quoi l'année passée? Quinn dans Jaws. Oui, c'est vrai, Quinn dans Jaws. T'arrêtais pas de dire ça a marché moyen parce que je ressemblais pas. Puis même si j'étais à côté de Jake qui était en requin. T'étais en requin, oui. C'était comme. Ouais, ça qu'est-ce que tu veux? On va trouver une façon. Je sais pas en quoi. Est-ce que Jake t'a dit en quoi il allait se déguiser cette année? Non. Ok. Habituellement, on essaie de découvrir ce que l'autre va faire. Okay. On se le dévoile quand on se rencontre pour l'enregistrement. Ouais. Mais non plus, je vais pas vous dire ce que je fais. Non. Mais il faut que je garde ça simple. L'année passée, je suis parti en peur, là, puis je me suis fait faire grâce à un auditeur des Mystérieux Étonnants, un casque de MODOK. Je me disais c'était vraiment hot comme costume, mais je l'ai enlevé après la deuxième partie du show parce que c'était comme ça me faisait mal au crâne. Là, ça avait juste pas de sens. Il était un petit peu trop petit. On l'avait ajusté pourtant à la taille de ma tête. Mais ouais. Anyway, on va penser à ça. On va penser à ça la semaine prochaine. On commence avec toi les nouvelles cette semaine, mon cher Simon? On peut bien. On va y aller avec ton thème. Il ne faut pas que je me trompe. Il est là, ton thème. Yeah. Je vais vous parler comme première nouvelle
d'une série de Marvel Legends qui va sortir bientôt. Les figurines, je parle. Ok, c'est ça, Marvel Legends. Les action figures. Les action figures, oui. Marvel Legends, que tu sais, je collectionne présentement les personnages des X-Men. Mais oui, là, je tombe de plus en plus dans le monde je dépense pour acheter du plastique. Ouais. Puis... On fait tout ça, là. Ben, c'est ça, je le regrette pas. Je suis bien content. J'achète des Lego, moi, là, fait que je suis pas bien mieux. mais l'affaire, c'est ça, c'est que c'est quand même pas donné. Puis, sauf que là, il y a une annonce qui a été faite la semaine, il y a 2 semaines, je crois. Une nouvelle série, une nouvelle wave qu'appelle. Une nouvelle vague de sortie. Ça va être une série basée sur Secret Wars, le vieux, la première version de Secret Wars. Donc, dans les années 80. Celle de Bendis, puis pas celle de Jonathan Hickman, mais celle de Jim Sterl ou les gens blancs de mémoire. Jim Shooter. Jim Shooter, ça se peut-tu? Ouais. On va checker ça. Ouais, avec The Beyonder qui a ramassé plein de héros et de vilains sur une planète, et c'est de là que vient le black costume de Spider-Man, donc le symbiote. Ouais. T'as raison, Jim Shooter. C'est ça. Fait que là, ils ont annoncé, tu sais, il y a des personnages. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont le design de l'époque, dont t'as Captain America avec son bouclier pété, t'as Iron Man avec un vieux costume, t'as la 2 millième version de Spider-Man avec son costume noir, et t'as la 4 millième version de Wolverine avec son costume brun et jaune en une autre version, mais des nouveaux personnages qui n'ont jamais été faits en action figure de Marvel, de la nouvelle génération de Marvel Legends. Il y a Titania et aussi de Beyonder. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents d'enfin avoir Beyonder en figurine. Là, c'est pas le Beyonder avec sa molette dans Secret Wars 2, et c'est pas le Beyonder dans le cartoon de Spider-Man. C'est juste le Beyonder avec son habit blanc et sa petite coupe de cheveux. Puis je suis comme tenté par celui-là. Juste celui-là. Juste celui-là, t'es sûr, Simon? Ben c'est parce que des Wolverine, j'en ai déjà. Les autres, tu sais, je sais pas mes préférés. Pas leur design, mais je suis comme... je vais peut-être attendre pour d'autres versions. Là, je suis comme dans un endroit où est-ce que je me permets d'aller ailleurs? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans ma façon, plutôt dans ton obsession? Dans ce que je sélectionne à collectionner. Tu sais, là, je suis comme juste X-Men présentement. Ouais. Mais j'aurais le goût d'en voir un Spider-Man. Mais puis là, j'aurais le goût d'en voir un Venom. Puis un Carnage. Puis là, quel Spider-Man? Ouais. Puis là, Scarlet Spider, il est cool. Puis là, il y a le Spider-Man de quand Straczynski l'avait écrit, puis qui écrivait la dernière histoire de Spider-Man là, avec son petit costume. Là. En tout cas, tu sais, je suis comme... Mais en même temps, c'est parce qu'il y a tellement d'autres X-Men que je veux qui sont déjà sortis il y a longtemps, puis qui coûtent pas mal plus cher parce que c'est des anciens. C'est ça qu'il faut souligner. Les Marvel Legends, quand ça fait un moment qu'ils sont sortis, ils vont grossir en prix. Mais j'ai pas l'impression que c'est des ensembles limités tant que ça. J'ai tout le temps pensé que les Marvel Legends, c'est... OK, dans Marvel Legends, il y a des waves, comme tu les appelles, qui sont limités. Il peut y avoir des waves ou des sorties spéciales. Tu sais, récemment, ils ont sorti une ligne, une série de... C'était des personnages un peu random, mais là-dedans, il y avait... Wolfsbane, qui est dans les X-Factor. Ouais. Et il y avait un nouveau Cable. Et le Cable était sold out avant même d'être sorti officiellement. Okay. Puis là, si tu le veux, il faut que tu payes 80$. T'sais.
Fait que je suis comme, ben là, j'ai laissé la chance aux gens ordinaires. J'allais tellement faire un jugement de valeur, mais en même temps, je me rappelle que j'ai 43 ans et j'achète des Legos à 500$. Là, fait que, tu sais, je devrais les achètes sur le site de Lego quand ils sortent la veille parce que tu vas être sûr de l'avoir. Je sais c'est quoi. Je me souviens de la fois quand on était en plein milieu de la calice de pandémie, puis toi, moi et des amis à nous, on était à minuit sur le site de Lego pour absolument acheter la maison de Molonde, puis on rafraîchit, tu sais, comme les priorités. Là, on avait, nous, ce luxe de pouvoir se payer ça dans une période qui était tout à fait cruciale pour bien des gens, qui était terrible pour bien des gens. Puis nous, on voulait la Christie de maison de Molonde. On voulait un peu de joie. On voulait une victoire durant cette période-là, je pense. Fait que ça nous a raccroché. Fait que, mais oui, on partage cette obsession-là des fois pour les petits poutres de plastique. C'est ça. Mais là, de temps en temps, ils ressortent des personnages qui qui sont déjà sold out depuis longtemps. Comme avec les anciens moules? En fait, c'est comme le même, mais c'est une nouvelle version. Je suis pas trop. Je suis pas expert non plus. Là. Il y a des experts de jouets. Là. Mm-hmm. Je m'excuse, je connais pas tout. Pourquoi je m'excuse de pas connaître tout? En tout cas. Mais comme là, ils ont annoncé qu'ils vont ressortir Professeur X avec sa chaise. Sa chaise, qui est un gros morceau quand même. Ouais, puis tu sais, mettons, tu le cherches sur eBay, c'est 150$. Là, ils le ressortent. En fait, il est déjà tu peux déjà le précommander, même s'il sort en juin 2025. C'est débile, hein? C'est incroyable. Ça me fait rire, là. Ouais. Puis il y a aussi un autre qui est sorti qui me tentait beaucoup, mais là, c'est juste parce que j'aime beaucoup le Lockjaw, le chien des Inhumans. Celui qui permet de téléporter, là. Ouais, qui est comme géant. Il sort avec Crystal, qui était la femme de Quicksilver. Mm-hmm. Fait que là, je suis comme, il y a un lien avec les X-Men. Je pourrais peut-être. Ouais. Mais là, il est sold out à des places, fait que je pense que je l'aurais pas. Où tu les achètes quand tu les achètes? Parce que je sais que c'est vendu en magasin de jouets, mais il doit y avoir des sites pas spécialisés pour ça. Ouais, ben il y a quelques magasins. J'essaie de chercher les magasins canadiens aussi pour que la livraison soit moins payée. Il y a CMD Store. Il y a le Toy Snowman. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les deux que je regarde de temps en temps. Il y en a un, j'ai oublié le nom malheureusement, puis j'arrête pas de voir des pubs Instagram de tout ça. C'est un magasin de jouets dans Verdun. Ils vendent beaucoup de figurines. Ils semblent vendre beaucoup de figurines de Transformers. Mm-hmm. J'ai oublié le nom de ce magasin-là. Oh merde. Je sais que Danhausen, le lutteur, est allé signer des autographes là-bas il y a genre 2 ans. Oh, je vais chercher. Mais il y en a une couple à Montréal qui ont vraiment de l'allure. Là. Puis justement, parlant de lutteurs et de jouets, je suis tombé, je savais pas que ça existait, mais la chaîne de Ethan Page. Oui, t'avais jamais vu ça, man? Qui fait des toy hunt, de la chasse aux jouets, et là, je me suis créé des besoins, là. Aïe, aïe, je me suis fait des listes Excel un genre vendredi soir là, à minuit. On a des gros. OK, là, je veux ça. Puis... c'est comme... Et tabarnak. Pour mettre un peu de contexte sur ce que Simon vient de parler, Ethan Page est un ancien lutteur de la AEW qui est maintenant rendu à NXT, le genre de club école de la WWE. Donc, c'est lui le champion. C'est lui le champion d'ailleurs, puis tant mieux, ça a l'air vraiment d'un bon gars, canadien d'origine d'ailleurs, qui vit aux États-Unis depuis quelques années, gros lutteur, tu sais, il popait pas tant que ça, je te dirais, la AEW. Puis là, je pense qu'il a voulu faire changer. Il y a eu une opportunité, il a changé, il est allé à NXT. Puis à cause de ça, il en avait pas parlé à l'origine, mais il a commencé à faire des décisions. Donc, il a coupé, entre autres choses, ses vlogs qu'il faisait à toutes les villes qu'il visitait grâce à la AEW. Parce qu'il voyage à travers les États-Unis. Puis la raison, c'est qu'il est rendu maintenant à la WWE. Puis malheureusement, il ne fait plus ses blogs, mais c'était tellement des bons shows. Puis c'est comme de la slow TV en même temps. Puis regarde qui vient d'arriver. Le bedon de Laurent, accompagné de Laurent. Ben oui, jamais l'un sans l'autre. C'est ça que j'ai vu en premier. Ben oui, je à la caméra, c'est ça. Salut Laurent. Ouais, je me sens assis à la place de Charles. Oui, je t'ai mis comme là, t'es tout seul aujourd'hui, Simon est à la maison, je t'ai mis sur le bout. Je suis jamais tout seul si j'entends Simon. Oui, puis je t'ai rapproché un peu, je t'ai éloigné le plus possible du mur parce que sinon on entend juste la petite à côté qui arrête pas de broyer. Oui, ben t'es surpris.
pas de problème. Penses-tu que si je varge plus dans le mur, elle pleure plus? Ou ça la fait stopper? Je pense qu'en fait, de ce que j'ai compris de la dynamique, là, parce que je vis avec 3 personnes maintenant, tout la fait brailler. Il n'y a rien de positif ou négatif qui la fait brailler. Tout la fait brailler. C'est juste très émotif. Oui. Elle semble... Ben, c'est un enfant de 2 ans, lui aussi. Là, mais pour un enfant de 2 ans, elle a l'air pas mal. Je suis comme un peu triste pour elle, en fait. Mais c'est le Terrible 2, il paraît. Je sais, ma nièce est rendue dans ce cadre d'âge-là, puis hier, j'ai montré sur FaceTime, j'ai montré ma coupe de cheveux, j'ai demandé « Hey, Pete, t'aimes-tu ça? » Non. Ah ouais? Elle trouvait que c'était de la merde. Moi, j'aime ça. Moi, je te trouve pas mal swell. Merci. Shout-out à... Voyons, c'est quoi le nouveau Barbie que j'ai maintenant? J'avais mis en carte sur ma table. Unique dans... Ouais, c'est ça, attends. Ménic? Non, pas Ménic, qui est un vrai... non, Unique, U-N-I-Q, dans le Myland. Et mon Barbie, c'est un des fondateurs du barbershop qui s'appelle Kevin, qui, ma foi, m'a pris à la dernière minute. Il y avait un espace parce que le mien m'a comme un peu chié dans les mains à la dernière minute, alors que j'étais devant le barbershop. Puis c'était la 3e fois qu'il me fait ça. Fait que j'ai fait « Fuck you ». C'est 3 prises, t'es out. Là, c'était out. Là, la prochaine fois, on va te faire ça gratuit. Je m'en fous du prix. C'est parce que... C'est là que j'en ai besoin. C'est là, ça fait 3 semaines que j'ai pris un rendez-vous. Anyway, c'est des problèmes, des petits problèmes. Là. C'est des gros problèmes. Là, on parlait de jouets. Ah? Ouais, une autre affaire. Une autre affaire qu'il faut se procurer. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, à cause de ça, je me suis créé des besoins. Puis là, je check plus de jouets. Et il y a 2 trucs que je me suis précommandé aussi qui s'en viennent. Il y a McFarlane qui édite et qui fait des figurines basées sur le Batman Animated Series. Qui sont vraiment cool. Et il y en a un qui s'en vient, qui est le Joker Noëlé. De l'épisode de Batman Noël, qui est un des premiers là, de la série. Puis ça, j'ai bien hâte. Et un autre que j'ai acheté, là, c'est de NECA, qui font souvent des figurines basées sur des franchises de films ou qui sont très détaillées quand même. Ouais, là, c'est un autre niveau. Là. C'est plus haut de gamme, NECA, habituellement. Ouais, ben c'est encore abordable. Là. C'est pas du Mayfex. Là. Ou ça, du Hot Toys là, qui coûte la peau des fesses. Là. Mais je me suis acheté une figurine de Vincent Price, l'acteur. Puis c'est ça, c'est supposé sortir comme en novembre. Fait que je vais pouvoir vous revenir là-dessus, ma critique de jouets. Hey, écoute, toi, je sais. Avoir. Tantôt, Simon racontait qu'il y a un peu une problématique de choisir un costume pour le spécial d'Halloween parce qu'il y a une grosse barbe puis il ne veut pas se raser. Puis... Mais toi, je sais que tu es willing de te raser, Laurent. Je pense que tu ferais un très bon Vincent Price avec une petite moustache. Ah ouais? Mon Dieu, c'est très flatteur. Tu sais, avec une robe de chambre, le petit col anglais, tout ça. Ah ouais. En tout cas. Je partage ma date de fête avec Boris Karloff, plutôt. Je sais pas si je ferais un bon Boris Karloff, par contre. Mais tu peux faire un bon Frankenstein. Ouais. C'est le Frankenstein qui incarnait quand même. Ouais, c'est un petit peu de job. La job. Ben, je pourrais m'en sortir en tant que Wolfman, peut-être. Tu vas juste mettre des petites oreilles. Puis oui, c'est ça. Salut, c'est moi, le loup-garou. C'est le costume parfait. Tu te mets en chest, puis les petites oreilles. Moi, je pourrais faire ça. Ben oui, t'as juste à hurler un peu à la lune un petit de temps en temps pendant le show. Si le costume consiste à juste être, mettons, couché sur le ventre, je ferais un très beau tapis. D'accord. Tu écris Welcome dans mon dos, ça serait parfait. Mais revenons à tes figurines. Moi, je trouve que ta collection de X-Men, Simon, que tu as commencé timidement, franchement, elle est très belle. Je sais que tu partages des clichés sur tes découvertes sur le Discord sur des le Discord. Je sais que j'en ai pas mis, j'ai pas mis les derniers, mais je vais le faire un moment donné. Mais à chaque fois que tu les partages, je sais qu'il y a une bonne réaction de la communauté, puis moi, je suis dans les premiers à aller voir ce que tu as partagé. C'est tout le temps des... Puis souvent, comme tu as acheté Maggot, c'est super spécifique là, comme X-Men. C'est pas l'X-Men que les gens se garochent habituellement pour acheter la figurine. Il est cool, Maggot. Il est cool, Maggot. OK. Mais Ben, ça dépend. Ça dépend à qui l'écrit, je te dis. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu te fasses, par contre? C'est te faire 3D printer la façade de la Xavier School. Puis juste pour te les mettre. Tu sais, sûrement que ça existe. Là, sur Internet. Ouais, parce que là, il commence de plus en plus à prendre de place dans mon genre de club vidéo, mais c'est parce qu'ils sont pas...
il m'empêche d'accéder à certaines VHS et ils sont comme mal placés. Fait qu'il faut comme que je me construise une petite affaire ou que je mette des tablettes à quelque part. Un là, diorama. Un diorama. Ouais, Un c'est petit ça. Danger Room. Oh oui, peut-être un print de Danger Room. Il y a un gars sur Internet que je suis qui s'appelle Holly Workshop. Puis il fait beaucoup de... Tu sais, il fait des commandes, là. Fait que quelqu'un va lui dire « Hey, tu peux-tu faire pour la sortie d'un jouet ou la promotion de telle chose? Tu sais, un projet unique. » Puis il a fait récemment la Firehouse de Ghostbusters à l'échelle. Puis c'était, ma foi, assez incroyable. Puis tu sais, c'est beaucoup rendu là, dans les modéleurs, là, l'utilisation de technologie 3D, d'impression pour faire tes façades. Puis ça reste quand même relativement accessible. Puis c'est franchement impressionnant ce que tu peux créer avec ça. En tout cas, c'est peut-être que ça existe. C'est une façade de la Xavier ou la Danger Room. Sûrement. Du diorama, ça serait le fun. Un jour, là, tranquillement. Mais je vais demander votre opinion. Moi, j'hésite entre deux choses. Puis on s'entend que c'est des problèmes de riches, là. Je suis très au courant qu'à la fin de l'année, je vais me faire un petit cadeau parce que je suis pas encore mort. Fait que je me dis soit la tour de Sauron en Lego ou soit la tour d'Avengers en Lego. J'hésite vraiment entre les deux. J'étais persuadé que c'est la Avengers Towers que je voulais. Mais j'ai vu la tour de Sauron, puis elle est très détaillée. Puis elle m'intéresse aussi. Je sais pas si vous avez une préférence. Moi, faudrait que je voie la tour de Sauron. Tu l'as pas vu? Okay. Sauf que, tu sais, je suis pas non plus grand fan de Lord of the Rings. Moi non plus. Moi aussi, il est sûrement cool, mais on dirait que ça me parle. Ça parle moins. Ben, c'est comme, tu sais, moi, j'ai commencé récemment à jouer à Donjons et Dragons. Ah, je sais pas. Puis là, ils ont sorti un jeu un Lego de Donjons et Dragons inspiré. Oui. Puis, tu sais, je le regardais, puis j'étais comme, il est vraiment cool, tu sais. Oui. Fait que j'étais comme, c'est pas parce que je connais pas tant le truc que faut que je m'empêche de collectionner. En tout cas, je comprends ce que tu veux dire. T'appréciais le modèle parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a comme un dragon, il y a une tour, il y a une taverne, il y a plusieurs figurines qui viennent avec. Ça fait partie du thrill. Là. Mais là, ils n'arrêtent pas de sortir des affaires. Ils ont sorti la Sail Barge de Jabba aussi, là, qui s'en vient. Puis... Moi, j'attends qu'un jour, c'est sûr qu'ils vont faire la X-Mansion. C'est clair. Quand les X-Men, quand ça sera la Mutant Saga, là, après toute la... C'est sûr qu'ils vont sortir des Lego des X-Men. Je regrette à ce jour d'avoir vendu ma maison des Simpsons. J'aurais jamais dû vendre ma maison des Simpsons. Non. Je comprends. En tout cas, anyway. Simon, t'as fait le tour? Ouais. On continue avec notre ami Laurent qui est là. C'est le festival des événements pas clairs aujourd'hui. Comme la semaine passée, tu avais plugué aussi un événement qui était pas clair. Le festival de cinéma pas clair. Ouais, celui qui n'avait pas de programmation, puis ça sortait dans 3 jours. Ouais, là, les événements sont sortis, mais c'est pas clair c'est quoi. T'aimes ça, les éléments pas clairs? Ben, ça m'a l'air intéressant, mais... je commence ça avec... c'est pas clair, là, ton affaire. Ouais. J'avais averti. Le 1er octobre prochain, dans le café du Monument National sur la rue Saint-Laurent, il y a un lancement de 2 livres de Dans une galaxie près de chez vous. 2 livres? 2 livres. Là, c'est pas trop clair. C'est quoi ces livres-là? C'est ça qui est pas clair. Okay. J'ai cru comprendre que ce sont tous les scénarios de la saison 1 séparés en 2 volumes. Wow. C'est publié aux éditions Les Malins, qui font de la littérature jeunesse puis des trucs, de la BD jeunesse aussi. Puis c'est comme crédité au nom de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault, les 2 scénaristes de les la 2 série. malins. Les 2 malins, les créateurs de Dans une galaxie près de chez vous, qui seront les 2 là au lancement. Mais c'est ça, le pitch de vente sur le site de l'éditeur, sur tous les sites de livres, c'est genre, c'est Dans une galaxie près de chez vous, c'est une série vraiment drôle qui est devenue culte et qui a inspiré des générations de Québécois. Puis comme, on est d'accord. Oui, mais encore, c'est quoi le quel produit? Est ton livre? C'est ça. Fait que c'est ça, je pense que c'est... tu sais, ça existe déjà pour Kaamelott, mettons, là. C'est comme toutes les... Tu sais, comme par saison, là, il y a tous les textes illustrés. Ouais, si jamais ça vous tente de revivre ces moments-là, genre sur la bolle, ou, tu sais, de pour lire les... Je sais pas s'il y a des différences avec ce
comme ce qui a été écrit dans les scénarios avec les épisodes qu'on connaît, blablabla. Mais ceci va exister. Je pense que c'est ça. Ça risque d'être quand même très populaire parce que c'est une série qui, à ce jour, écoute, il y a un nouveau film qui s'en vient. C'est-tu vrai, ça? Ça fait longtemps que c'est annoncé. Oui, ça a été annoncé. Ça a été annoncé officiellement. Oui, mais là, 5 ans. Il y a comme un following culte, comme il y a un following autour de Star Trek. Là. Sans ironie, là, même si c'est une série qui est plus humoristique. Ouais, mais toi, t'avais déjà animé un... Ah, il y a super longtemps, il y a genre 10 ans de ça, là, j'avais interviewé Didier Lucien. Après, en plus, il avait été malade pas longtemps avant, puis il était revenu. Puis la salle, c'est une des grosses salles au Comic-Con. Là, il y a des salles plus ou moins grosses, là, dépendamment des invités. Puis on m'avait demandé d'animer la session. Puis en plus, j'avais jamais écouté dans une galaxie. C'est le moment où moi j'ai quitté Canal Famille, où c'était peut-être déjà vrac dans le temps. Moi, je pense que c'était déjà vrac. Puis donc, j'avais pas écouté ça. Je pense que j'avais emprunté tes DVD, qui sont très rares d'ailleurs. Ils sont pas faciles à trouver. C'est vrai, hein? Mais je les ai même pas toutes en plus. J'ai les 2 premières scènes. Mais j'en avais écouté quelques-uns, j'avais écouté les films, puis j'avais quand même bien aimé la vibe, puis ça m'avait donné assez de jus pour pouvoir interviewer Didier Lucien, qui jouait un des personnages principaux de la série. Puis ça avait super bien été, mais il y a des gens qui étaient costumés en les personnages. Quand lui est arrivé sur scène, je pense pas qu'il était prêt pour la réaction. Le monde était d'un content de le voir parce qu'il était rétabli. Puis des bonnes questions du public. Les gens étaient très, très au fait des événements de la série. Puis, mais ça fait quand même un bon moment. Là. Ça fait genre quelque chose comme 10 ans. Ah ouais, déjà. Ouais. C'est ça. Il y a ça, là. J'ai vu l'Instagram de la maison d'édition Les Malins qui font... il y a comme des cours vidéo avec les 2 auteurs là, depuis une couple de jours où ce qu'ils fouillent dans leurs archives de vieux items dans une galaxie related. Là. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous checkerez ça. Sinon, le lancement des 2 livres qu'on sait pas trop c'est quoi, mais que c'est sûrement ça. 1er octobre, dès 17h dans le Café du Monument National. C'est genre en face du Club Soda et de la SAT. Donc, juste au sud de Sainte-Catherine sur Saint-Laurent. Génial. Merci, Laurent. Moi, j'ai une petite nouvelle de comic book. On parlait de comic book, précisément de Skybound, pardon. Précisément, encore plus, de Transformers numéro 13, qui va sortir je pense que c'est le 9 octobre prochain. Parce que, ici à l'émission, on vous a parlé des 3 principales séries de ce qu'on appelle le Energon Universe, qui est publié par Skybound, justement. C'est Transformers, on a eu Cobra Commander, on a eu Duke, on a eu Void Rivals. On a parlé de tout. On a parlé des 4 séries, pardon, pas des 3, des 4 principales. Puis, donc, le Transformers numéro 1, lui, à ce jour, a vendu 150 000 copies du premier numéro avec les rééditions, ce qui est énorme pour... On dirait que je sais plus les chiffres, c'est bon? C'est très bon. Il fut une époque, ça ne l'était pas, mais le comic book n'est pas ce qui a déjà été. C'est difficile à atteindre même pour un Marvel ou pour DC. Là, on parle pas des volumes, là, on parle vraiment des single issues. Du floppy, celui qui sort à chaque mois. Là. C'est quasiment autant de bouteilles d'huile pour bébé qui a été saisi chez Puff Daddy. Chez PDD. Un single par bouteille de Baby Doll. Donc, ouais, c'est ça. 150 000 copies. Puis le numéro 13, fouillez-moi pourquoi, il est en précommande en ce moment, puis il a atteint les 100 000 copies de précommande. Donc, il y a 100 000 copies qui vont être vendues le 9 octobre quand il va sortir en boutique. Puis ce qui est étrange, c'est que il n'y a pas une gamique qui est rattachée. On n'annonce pas la mort d'un personnage. C'est le numéro 13 avec Starscream qui est dessus. C'est un bon jumping point? Pas forcément. Je sais que c'est encore Daniel Warren Johnson qui l'écrit, puis on a l'auteur, le dessinateur Jason Howard qui le rejoint. Je pense que c'est un artiste invité. C'est peut-être ça qui a fait booster les ventes. Mais il n'y a pas de raison. Mais là, le numéro 13, il est super comme en précommande. Puis je veux juste comme le souligner à quel point c'est une anomalie dans le comic book américain, puis à quel point c'est pas des blagues. Quand moi, je vous dis, j'ai trippé sur cet univers-là à date, tout ce qui a été publié. J'ai pas encore lu, malheureusement, Scarlet ni Destro. Destro, mais je l'ai lu hier, Destro. Tu l'as lu? Ouais, ben, je suis rendu où ils sont rendus. Je pense qu'il reste un numéro. C'est comment, comparativement au reste? C'est bon. C'est bon. Ça fait vraiment une suite. C'est un world building du monde de Cobra. Nice. Ouais. Fait puis c'était très... Les dessins étaient beaux aussi. Cool, ouais. Des fois, ce genre de série-là, t'as peur qu'ils sortent comme un artiste un petit peu moins solide. Mais non, à date, le choix des équipes créatives pour l'univers de Energon Universe, c'est vraiment
vraiment tight. Donc, j'ai juste souligné ça. Souligner aussi qu'il y a quand même G.I. Joe numéro 1 qui s'en vient, parce que Cobra Commander puis Duke étaient juste des mini-séries. Donc, G.I. Joe numéro 1 s'en vient en novembre. Puis j'ai bien l'impression que ça va, encore une fois, fracasser les records de vente, ou à tout de moins, ça va épater du monde, parce que des chiffres comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. C'est aussi signé, ce numéro-là, par Joshua Williamson, qui avait écrit Cobra Commander et Duke, coécrit avec Tom Riley et dessiné par Jordie Bellaire. Donc, c'est pas fini. On n'a pas fini de vous entendre d'en parler, j'ai l'impression. Le deuxième trade de Void Rival est sorti. Il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Donc, c'est sûr que moi, de mon côté, je vais vous en reparler, parce que ça risque de faire quand même beaucoup couler d'encre dans l'univers du comic book américain. On continue avec toi, Simon? On y va. On peut bien. C'est octobre qui s'en vient, donc j'ai commencé la Spooky Season à la fin d'août. Mais là, je vais vous parler de quelques films que j'ai regardés dans les dernières semaines. Je me suis lancé dans les Amityville. Les originaux oui, les originaux, et je vais pas j'irai pas dans toute la crap qu'il y a depuis les dernières années. Là. Je vais me rendre... je vais écouter la série principale, puis je pense pas que je vais écouter le remake. Là. Il est pas bon, le remake. Avec Ryan Reynolds, c'est vraiment dégueulasse. C'est ça, ça m'intéresse pas tant que ça. Puis à date, c'est pas... OK. Le premier Amityville Horror de 79, je l'ai trouvé très plat. Ah oui? Je l'ai trouvé... C'est un classique. C'est censé être un classique. Je comprends. Je comprends. Ça a la vibe. On prend ça au sérieux. C'est un peu après Exorcist, après d'autres films dans le genre. C'est juste que je trouvais que c'était un peu... Peut-être que j'avais des grosses attentes justement à cause de ça, que c'est comme un classique, mais là, je trouvais que c'était très décousu. Il y avait... Ce qui me gossait, c'est que je comprenais pas le but de l'entité. C'est quoi son agenda, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est comme, est-ce qu'il veut que la famille décalisse de la maison, ou il veut les embarrer en dedans? Puis là, il y en a un qui vire fou, puis là, à un moment donné, il regarde un journal, puis là, il voit sa photo dans le journal comme si c'était lui. Mais c'était un autre qui avait tué sa famille avant. En tout cas, j'étais comme... Oui. Hein? La plupart du film, j'étais comme... Hein? Quoi? OK. Puis là, ça a fini. Je suis comme, bon, OK, on va écouter le 2. Puis là, j'ai écouté le 2. Le 2 était pas très agréable. Il y avait de la violence conjugale et de l'inceste. Et donc, j'étais comme, OK, je comprends, mais en même temps, j'étais comme, OK, j'ai pas de fun avec ça. Chose positive que je vais dire sur les deux films, c'est que les performances étaient bonnes. Les acteurs étaient bons. On a Lois Lane dans le premier. Oui, Lois Lane. On a James Brolin. Dans le deuxième, on a Paulie qui joue Paulie. Paulie est là? Je veux dire le Paulie de Rocky. OK. Paul Young. Excuse-moi, mais j'ai vu Paulie Shore dans ma tête. J'essaie d'imaginer Paulie Shore dans la maison d'Amityville. Wow. Je veux voir la belette. Ouais. Mais je dois dire quand même qu'à la fin du 2, à un moment donné, ça vire en film d'exorciste. Puis là, j'ai trouvé ça plus intéressant. Puis il y avait comme des effets spéciaux de fun. Fait que c'était comme correct, mais je pense que avec le début qui était quand même rough, j'étais comme... Ouf. Sauf que... comparativement au troisième que je vais vous parler, là, je trouvais qu'au moins dans les deux premiers, ça prenait pas de temps avant qu'il se passe quelque chose. Dès qu'ils sont rentrés dans la maison, il y a des affaires. Ça chie. Puis dans le troisième, ça prend du temps. Et le troisième, c'est Amityville 3D. Fait que ça m'a eu un peu. Je veux dire, je trouve ça très drôle quand il y a des affaires qui rentrent dans l'écran. Puis que tu sais, t'as pas tes lunettes 3D, puis qu'il n'y a pas d'effet 3D. Fait que c'est juste dans le chemin. Oui, c'est ça. C'est comme, OK, c'était. Ouais, comme Jaws 3D aussi. Là, qui ouais. Puis aussi, tu sais, t'as un des premiers rôles de Meg Ryan dans ce film-là, et elle a comme tellement de charisme que
est comme devenue tellement importante à cause de son charisme dans le film, mais son personnage l'est pas. Fait que ça te sort un peu. Tu fais, oui, elle va devenir une vraie star. Quelque chose. Es-tu jeune? Oui, quand même. Très jeune. Elle joue une genre d'ado, là. OK. Qui sa famille, c'est ça, c'est l'ami de la fille qui habite là avec sa famille. Et là, elle veut voir la maison où il y a eu des meurtres. Parce que oui, la personne qui décide de déménager là, c'est un gars qui... Il est au courant, là. Ouais, c'est ça. Puis il est très sceptique des phénomènes paranormaux. Et là, il décide de s'installer dans cette maison-là. Puis il y a déjà des affaires qui chient. Puis moi, ce qui me fait rire aussi dans ça-là, je pense que je l'ai beaucoup aimé parce qu'il était plus niaiseux, là. C'est que là, l'esprit ou l'entité ou Satan ou whatever est capable de posséder des choses qui sont pas dans la maison, dont l'ascenseur du bureau du gars à sa job en ville. Pourquoi? C'est comme, OK. OK, là, je t'ai effrayé, par exemple. Ouais, puis à la fin, il y a une espèce de monstre là, qui sort d'un puits qui était comme OK. C'est pas pire. Ça, c'est les trois principaux dans la série d'origine, mais il y en a-tu d'autres? Oui, ben je pense qu'il y en a peut-être 7 avant le remake. Moi, j'ai hâte d'écouter, je pense que c'est peut-être le 4 ou le 5 qui est tourné à Montréal. Fait que j'ai hâte de voir. Tourné à Montréal, ah ouais. Ben ouais, qui est comme une production canadienne aussi. Fait qu'il y a une maison ici à Montréal qui ressemble à la maison d'Amityville. Oui, en tout cas, ils ont peut-être posé des fenêtres. Là, ouais, les fenêtres en demi-lune. Puis, fait que pour l'instant, je suis rendu là dans Amityville. C'est pas... je pense que aussi, c'est que j'ai gardé cette série-là pas dans mes priorités de regarder de l'horreur. Parce que c'est ça, moi, quand j'étais jeune, l'horreur, je voulais rien savoir de ça. Ça me foutait la chienne juste penser aux affaires. Puis là, depuis une couple d'années, j'écoute les trucs que j'ai manqués, toutes les franchises, tout ça. Puis Amityville, encore, j'étais comme, ça a l'air trop rough, trop weird, trop les esprits, tout ça. Puis tu sais, je l'écoute, puis je suis comme... T'es crampé. Je suis comme, OK, il y a du sang, il y a des mouches. Des mouches. Des mouches à fruits. Tu vas-tu écouter, tu penses, le documentaire My Amityville Lover, qui est sorti il y a genre une dizaine d'années de ça? Je sais pas. On dirait que la vraie histoire m'intéresse comme pas. La vraie histoire est quand même fascinante. Je pense que c'est un scam, là, bien franchement, mais tu sais, le gars qui a participé au documentaire, j'en ai déjà parlé à l'émission. J'avais interviewé le réalisateur il y a plusieurs années de ça. Il était venu à Fantasia. Je pense qu'il y croit. Tu sais, quand t'es un enfant, t'es influençable. Je pense que c'était une dynamique familiale qui a tout simplement éclaté. Là, puis peut-être que justement, le couple a essayé de faire de l'argent avec ça. Le beau-père avait l'air d'un sacré numéro. Hein. Mais le doc, en tant que doc sur quelque chose auquel on n'a plus accès, là, c'est dans le passé et on ne saura jamais la vérité là-dessus, c'est fascinant. C'est le portrait d'un gars qui est vraiment troublé, que vous y croyez ou pas. Fait que je le recommande. Ça s'appelle My Amityville Horror. Je crois qu'il était sur Tubi pendant un moment. Donc, s'il est gratuit, garochez-vous. C'est un bon doc. Je sais que Yoann l'aime pas trop, mais moi, j'avais trouvé ça... ça m'avait foutu à la chienne. Plus que les films. Les films, je les avais écoutés, puis je me suis dit, ouais, c'est correct. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'était gros à l'époque. Tu l'as dit, c'était dans la mouvance après l'exorcisme. Puis même le fait divers qu'il a à Amityville a été rendu possible à cause du climat qui régnait après la sortie du film Exorciste. Ça a tellement fait de vagues à cette époque-là. C'est une époque plus religieuse également. Le monde il s'évanouissait quand il y avait le film. Là. Ah ouais, c'est ça. Tout de suite, dans le premier, là, on envoie un prêtre. Comme bénir la maison, puis il réussit jamais. Ça, je trouvais ça le fun quand même. Là, il essayait d'y aller, puis là, il arrivait de quoi? Il se faisait attaquer par des mouches. Les mouches. Sinon, un autre dans la lignée des films que je sais que ça existe depuis des années, puis que j'étais comme pas sûr d'écouter. Puis là, je me suis dit, je vais le faire. J'ai écouté The Gate. Ah ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, l'idée de ça, je pense que j'avais vu des images ou un trailer au cinéma, puis ça m'avait foutu la chienne. C'est un film qui était peurant quand t'es jeune, ben franchement. Là. C'est ça. Mais là, quand je l'ai écouté, je trouvais que c'était
le meilleur conte pour tous. Pour vrai, c'est E.T. qui rencontre un film d'horreur. C'est ça. Ça commence comme un emblème, comme une production d'emblème de Spielberg, puis ça finit, puis c'est un film d'horreur. Ouais, moi, j'avais la vibe, tu sais, Opération Beurre de Peanut. Oui. Ou Le Jeune Magicien, ou tu sais, les espèces de contes pour tous un peu étranges, un peu que t'es comme pas sûr. Puis je me suis dit, tu sais, si c'était un conte pour tous et qui se rendait jusqu'à avoir un peu de violence et un peu de monstres, des vrais monstres, je sais pas, je trouvais que ça fitait avec la vibe. Ouais. Ça fait penser un peu à, je sais pas si c'est un conte pour tous, mais c'est un film canadien. C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Ouais, c'est un conte pour tous. Il y avait une vibe aussi lugubre avec le gros monstre là, avec qui crachait de la poussière. Là. C'est ça, puis c'est des enfants qui sont pognés dans une maison, tu sais. Fait que c'était... Non, c'était bien le fun. Là. Je sais qu'il y en a un 2, là, je sais pas ce que ça donne, mais voilà. Et sinon, j'ai écouté le film Dr. Giggles. Le docteur... Quoi? Ouais, c'est un film de 92 avec Larry Clark qui était le méchant dans le premier Darkman. Là. Je sais pas si vous vous souvenez de sa face. Ouais, ok. Puis là, il joue le fils d'un médecin qui avait tué plein de monde pour ramener sa femme en vie avec un cœur. Il volait des cœurs du monde dans la ville. Puis là, lui, c'est le fils qui voulait continuer son œuvre, puis il sort d'un asile, puis là, il se met à tuer du monde. L'affaire, c'est que le film est un peu une parodie du genre slasher. Fait que c'est pas... Ben, parodie, c'est un gros mot, là. C'est juste que ça se prend pas au sérieux. C'est très grotesque, mais en même temps, c'est pas... Disons que le niveau d'horreur est très cartoon ou est censuré. Des fois, tu sais, mettons qu'il coupe la gorge de quelqu'un, tu vas l'entendre, mais tu vas voir sa face avec le sang qui revole dans la face. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a comme un effet un peu, c'est PG, mais pas trop, parce qu'il y a quand même... Du sang. Il y a du sang, puis il y a des affaires qui rentrent dans des nez puis des bouches, là, tu sais. Mais c'est... J'ai eu comme du fun pareil, même si c'était un peu... Comment je pourrais dire? Censuré. Ouais, c'est ça, un peu enfantin, mais c'est pas que c'est enfant, mais en tout cas. Puis il y a une scène qui est comme quand même classique où c'est un flashback où on voit l'enfant parce que dans l'histoire, il y a plein de gens de la ville, un peu comme Freddy, où tous les gens se sont mis ensemble pour tuer ou pour chasser le médecin qui tuait des gens. Ouais. Mais là, les gens cherchaient son enfant puis ils l'ont jamais trouvé. Puis là, il y a un policier, lui, qui check les corps qu'il a ramassés. Puis dans un des corps, il y a l'enfant qui sort du corps. Puis là, c'est dans le corps de sa mère. Puis, c'est comme si il avait vidé le corps de la mère et le kid se cachait là. Puis là, il sort, puis il est plein de sang, puis c'était magnifique. Wow. Là. Okay. Fait que il y a quelque chose à faire avec ce film-là, mais c'est le genre de film que je suis surpris qu'il n'y ait pas de suite. C'est un peu à la Chucky ou ce genre d'horreur-là, un peu grotesque avec un personnage que tu dis qu'il n'y a pas tant de profondeur, mais c'est pas grave, tu veux juste le voir. Pour X raison, ça a juste pas levé dans le temps. Puis... Ouais, c'est ça. Puis la Final Girl, c'est une qui jouait dans Charmed, qui est pas Shannon Doherty, puis qui est pas... Celle qui jouait Piper. Ouais, c'est ça. J'ai oublié son nom, mais je sais qu'elle jouait Piper. Ouais, fait que voilà. C'est les films d'horreur que j'ai écoutés récemment. En fait, je vous les dis pas toutes, là, parce qu'il y en a qui sont... Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, ouais. T'écoutes-tu des bons films d'horreur pour la Spooky Season ou t'écoutes juste des trucs un peu plus... Ben, tu vois, j'ai essayé avec Amityville Horror. J'avoue, ouais, t'as essayé. Ouais. J'essaye, puis je sais plus... c'est supposé être bon. The Gate, c'est bon. Ouais, c'est bon. Puis, tu sais, j'en ai une couple, là.
plus récents aussi que j'ai dans ma liste que je vais écouter plus proche d'octobre. C'est vrai que le monde font ça. Moi aussi, je fais ça. Comme plus ça va, plus j'écoute des meilleurs films, plus je me rapproche du 30. Au début, j'écoute un peu des affaires plus soft. Ou, il y a un... Oui. J'aime bien, excuse-moi, mais c'est juste pour dire, j'aime bien le mélange. Écouter un bon film, puis après écouter une marde. On dirait que ça, c'est une très belle soirée. Puis mettons là, que je suis sur ton Letterboxd, Komodo versus Cobra, ça rentre dans laquelle des deux, ça? Ça, c'était pas très bon. Mais écoute, si t'aimes le mauvais CG, puis des monstres géants, pourquoi pas? J'arrive! Tu y parles pas mal. Ben, merci Simon, on va continuer avec toi, Laurent. Je peux faire mes 2 prochains événements flous en même temps parce qu'il s'agit d'installation, je pense, les deux. Tu penses? Okay. Ben oui, j'ai dit que c'était flou. J'ai reçu un communiqué de la part de Ticket Pro ou Ticketmaster parce que je mélange tout le temps les deux. Sur un truc qui s'appelle Tintin, l'aventure immersive, qui aura lieu bientôt, dès le 4 octobre, à Arsenal Art Contemporain. C'est l'espèce de gros entrepôt d'art contemporain qu'il y a dans Griffintown, où il y avait déjà eu l'espèce d'expo de VR, là, où on était dans la station spatiale internationale. Donc, c'est pas clair si c'est en VR ou si c'est juste des projections, mais c'est une affaire alentour de Tintin, puis ça nous promet, grâce aux projections à 360 degrés spécialement conçues pour cette expérience immersive et une bande sonore entraînante, les aventures du légendaire reporter se transforment en spectacle plus grand que nature. Voilà, préparez-vous à explorer des lieux emblématiques, à rencontrer des personnages en couleur, à affronter les vilains diaboliques. Des vilains diaboliques. Ouais, puis les affronter. Fait que là, je sais pas à quel point ceci est interactif. Ouais, mais bon... C'est figure de style, probablement. Ben, probablement, mais c'est ça. C'est quand même... ça se veut familial, là, c'est accessible à tous. Ça dit que c'est une expérience qui dure plus ou moins 75 minutes. Puis les tarifs, ça dépend des journées puis des heures que vous y allez. Aussi un moyen d'y aller. Il faut réserver. Tu l'as dit, mais c'est où ça? C'est Arsenal. C'est comme comme sur le bord du boulevard Notre-Dame, là, un peu dans... Genre, pas tout à fait à Saint-Henri, mais genre... OK, plus vers l'ouest. Ouais, plus vers l'ouest. Griffintown. Dans Griffintown. Okay. Je pense que c'est encore Griffintown. Là, mais c'est comme ça à la limite. Personne ne vit dans Griffintown. Ben, il y a beaucoup de condos dans Griffintown. Oui. On n'a pas les moyens. Pas nous autres. Ouais, pas de personnes non, mais sûrement déjà. Ou c'est juste des Chinois qui achètent des condos. Il y a beaucoup de ça, des gens, des étrangers qui achètent dans des villes nord-américaines spéciales. Ben, ouais. Ça existe. Oui, c'est... Malheureusement. Bref... Ils ne peuvent pas résister à notre bon fromage. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est juste pilé bon fromage au Québec. Ne soyons pas cyniques. Le gouvernement va adresser cette situation-là éventuellement. Oui, c'est vrai. Ils sont là-dessus. Là, oui. J'ai checké un peu le prix des billets. On s'en tire pas vraiment en bas de 45$, à moins d'être... c'est cher. Là. Ben, c'est quand... Je sais pas si c'est ça. On sait pas si ça le vaut, tu sais. Ouais. Faut le tester. Si t'es un enfant de moins de 3 ans, par contre, c'est gratuit. Ben oui, j'espère bien. Tu peux assez vos fausses cartes. La période durant laquelle tu ne crées que des traumas mais aucun souvenir, c'est sûr qu'à cet âge-là, tu payes pas. Excellent. Ouais, mais peut-être que pour 45$, tu pètes la gueule à Rackham le Rouge. Ouais, ou plus... à Rastatopoulos. Ouais, moi, c'est plus au Dupont que j'aimerais péter ailleurs. Qu'est-ce que ça dit de moi, ça? Ouais, pourtant, ils sont juste un peu jumeaux. Ouais. Tout ton cauchemar, c'est la parade des jumeaux. Les jumeaux, là, chaque année, je l'évite. Ah non! Pas encore ça. Ça a l'air d'une gamique, tu sais, comme quand ils ont plugué le faux truc de dinosaure là, au 10-30, je me souviens plus où, là, il y avait comme une gang de scammers qui avait lancé un événement qui finalement s'est jamais réalisé. Ouais, ça c'était quelque chose. Ouais, on dirait que ça file un peu comme ça. Mais non, mais Arsenal, d'habitude, c'est comme... c'est legit, là. Okay, gens,
moi, j'ai vu le truc de la station spatiale internationale. Oui, c'est vrai, t'en avais parlé. C'est un truc qui se peut pour vrai. Fait que, je sais pas si c'est de qualité, mais c'est au moins un vrai événement. Ça, je suis pas mal certain. Sinon, dans le même genre, je pense, il y a un truc qui se passe à la Place des Arts bientôt. Puis là, ça va t'intéresser, Benoît, parce que c'est basé sur Jim Henson's The Storyteller. Wow, oui, la série Jim Henson, c'est super bon. Ouais, puis là, je pense qu'ils ont pris un des contes de la série de Storyteller qui s'appelle Les 7 Corbeaux. Puis là, encore là, je pense que c'est une genre d'expo interactive. Voyons, c'est donc pas clair. Où il y a... Qui fait les coms de ces événements? Hey, pour vrai, tu sais, c'est comme, venez voir ça, mais c'est comme, je comprends pas, j'arrive pas à me le figurer. Ça dit qu'il y a un conte narré par James Hyndman. Ouais, je l'aime bien. Okay, déjà, ça, c'est cool. James Hyndman puis les Muppets. Ça voit, là. Ben, c'est ça. Puis là, tu vois, ça, c'est fait par le studio Félix et Paul, qui étaient eux qui avaient fait le truc VR de la Station spatiale internationale. Fait que là, déjà, ça, c'était cool. Fait que ça, j'imagine que ça peut être cool aussi. Ben, si Félix et Paul travaillent dessus. Sais-tu, eux, ils disent c'est comme une exposition. Je sais pas, ça prend-tu un casque? On va savoir. Ça, c'est plus court. Ça dure 20 minutes. Et ce qui est cool, par contre, c'est que c'est gratuit. Faut que tu réserves quand même. Je pense que c'est probablement, s'il y a des casques, il y a un matériel limité. Donc, il faut quand même que tu réserves ta plage horaire, mais tu peux y aller gratuitement faire cette expo de 20 minutes si jamais tu es dans la place des arts. Il n'y a pas de vidéo là, sur le site ou ce genre. Oui. OK. Il y avait une vidéo d'une jeune fille qui ouvrait un livre qui s'appelait Jim Henson The Storyteller, Les 7 Corbeaux, qui durait genre 15 secondes, puis qui lit ça, puis qui est comme « Wow! » Un peu comme genre très très l'intro de le truc avec Macaulay Culkin là, qui rentre dans les livres. Oui, Page Master. Page Master, genre 15 secondes de ça va être de Page Master, mais ça finit là. C'était John Hurt qui avait le personnage principal dans cette série-là. C'était le narrateur. C'était le storyteller, puis il était accompagné d'un chien qui parlait. J'adore ça. C'était vraiment bon. J'adore les chiens qui parlent. John Hurt, le gars de 1984. Ouais. C'est ce gars-là il y avait un maquillage, là. Il avait mis une prothèse de gros nez, puis tout le kit. Puis John Hurt, James Hyndman, c'est les mêmes initiales. Je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Est-ce que un et l'autre, voilà. On les a jamais vus dans la même pièce? Moi, je les ai jamais vus dans la même pièce. Plus. C'est peut-être la même personne. Fait que bref... c'est les mêmes initiales pour Joe Hendry aussi. C'est qui Joe Hendry? Le lutteur là, de la TNA. Joe Hill aussi. Ouais, on peut continuer. On peut continuer longtemps comme ça. Voilà, fait que je sais pas ce que ça vaut. Je vais sûrement, si ça m'adonne, je vais sûrement essayer le truc de Jim Henson parce que c'est gratuit puis c'est plus convenient pour moi d'aller à la Place des Arts que d'aller à Arsenal. Oui, puis c'est Jim Henson. C'est Jim Henson. C'est Jim Henson. Qu'est-ce que tu veux plus? Hey, samedi, c'était le dernier, c'est pas le dernier, mais c'était le plus récent Batman Day. Hein, où on souligne Batman. Son importance dans la culture J'ai tellement fêté. Moi, là, j'étais fou, sous mort, man. Je roulais sous la table avec mes petites oreilles de pointues de Batman. Là. On m'a retrouvé le lendemain, puis je faisais dur. J'ai célébré avec mes parents. Je les ai emmenés dans toutes les ruelles de la ville dans l'espoir de recréer. T'es donc bien dark, toi. Hein? Est-ce que tu avais acheté cette fois-là, pour l'occasion, un collier de perles à ta mère? Ouais. Exact. Puis là, on est allé au cinéma. Je les ai amenés dans la ruelle derrière le cinéma Beaubien, puis ça rien passe. Ben là, attends, c'est parce qu'ils jouaient pas Zorro. Ah ouais, il faut que Zorro joue. Moi, j'étais allé sur mon balcon, puis j'ai regardé la rue. Moi, j'ai fait ça aussi, puis j'ai narré pour moi-même en parlant de la ville comme si c'était un être vivant. Cette ville, elle est pourrie, les loyers sont incroyables. Puis il n'y a rien qui s'est passé. En tout cas, c'est ça que j'ai fait pour Batman Day, en plus de boire. Puis, c'était une journée, là, c'est symbolique, là, c'est pour honorer la création de Bob Kane et de Bill Finger. Faut pas oublier Bill Finger. Et la Chambre de commerce d'Hollywood a annoncé que la prochaine étoile sur son Hollywood Walk of Fame sera dédiée au personnage de Batman. Le premier super-héros à faire la liste, mais le 20e personnage fictif à faire ça allait être ma question, le 20e? Oui, il y en a eu d'autres. Il y a eu Mickey Mouse, il y a eu Snoopy, il y a eu The Muppets. Le groupe des Muppets ont leur propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Donc, ça va avoir lieu lors d'une cérémonie le 26 septembre prochain. On n'a pas le temps vraiment de se rendre, là, c'est cette semaine. Et ce sera dévoilé au coin de Hollywood et Ireland, juste en face du musée des records Guinness. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est là. C'est pour souligner le fait que c'est le premier super-héros, donc premier personnage fictif super-héros qui a son étoile, et les Guinness World Records vont être là pour l'occasion. Habituellement, quand on donne une étoile à quelqu'un qui est vivant,
ou quelqu'un qui est décédé, mais qui a bel et bien existé, pas juste dans la tête de ceux qui le lisent et qui l'ont vu au cinéma. On invite ses proches, on invite sa famille, puis là, les gens viennent faire un speech. Puis là, pour l'occasion, ça sera des gens de DC Comics parce que, hey, Batman est édité chez DC Comics. Donc, Jim Lee va être présent avec d'autres représentants de la maison d'édition. Et ce sera, c'est ça, je l'ai mentionné, là, je crois, non, même pas, la 2 790e étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Longue marche. Il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place. Il faut dire qu'à l'époque, en plus, ça avait été lancé là, en 1960. C'était à Saint-Herm, c'était au coin d'Hollywood Boulevard et Gower Street. Et c'était quelques étoiles. Et maintenant, on est rendu à plus de 20 km au total, si vous calculez toutes les étoiles combinées une à côté de l'autre. C'est quand même assez exceptionnel. Et donc, voilà, c'est pour souligner l'importance de Batman. Qui va mettre ses mains en tant que Batman? Non, c'est ça, c'est pas le béton, c'est vraiment l'étoile avec la mention de la personne ou du personnage. Je pensais que ça venait ensemble. Non, pas forcément, pas à ma connaissance. Ça semble que c'est juste l'étoile, non? Mon Dieu, écoute, je te dirais que c'est pas... Qu'est-ce que tu as dit, Simon? Il me semble que oui, c'est juste l'étoile. C'est juste l'étoile pour ça. Okay. À moins que là, je me trompe, j'avoue que. Mais c'est où qui mettent les mains d'abord? C'est quoi? C'est un autre place, il me semble. C'est proche du Chinese Theater. Je pense pas qu'on est à la même place. OK. Ouais, je mélange tout mon. Comme quoi? Ça fait longtemps que je suis pas allé. Hein? Non, oui, c'est sûr. Oui, LA, on y allait tous les week-ends jadis, mais maintenant, écoute. Coûte tellement cher à Montréal, on n'a plus les moyens. Ah ouais, plus d'Air Miles. Plus d'Air Miles, ils ont coupé ça. Fait que c'est ça pour Batman. C'était ma petite nouvelle. Il te restait-tu quelque chose, toi, Simon? Non. Honnêtement, ce que j'ai est un peu dol. Un peu dol, fait qu'on va laisser faire, toi, Laurent. Ouais. Ben, moi, je peux parler rapidement de 2 bandes dessinées. Haha. C'est long. J'ai lu un... Je sais pas, ce nouveau truc-là. Tu ne sais pas ce que tu as lu. Non, c'est que cette nouvelle mode de manga faite par des Français qui ont quand même un format et un sens de lecture de manga, mais que ça vient pas du Japon. C'est inspiré d'eux. Il y a même un titre en japonais, ça s'appelle Majo no Michi. C'est fait par un gars qui s'appelle Tony Concrete. Présume un nom de plume. Pour vrai, ça m'a bien surpris. J'ai vraiment aimé ça. C'est un genre de... c'est un mix entre un truc de sorcellerie écologique, mais comme ancré dans quelque chose de... dans une réalité quand même si c'est de l'anticipation vraiment réelle. Okay. Fait qu'on suit ces genre deux jeunes filles qui sont des sorcières, puis qui sont passées un pacte là, que jamais ils allaient utiliser la sorcellerie pour leur profit personnel, mais plutôt pour faire le bien et de protéger leur territoire. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont comme une grosse pièce chez eux où ils ont fait une maquette de toute la région, puis qu'ils testent des affaires d'énergie négative, puis comment ça impacte leurs environnement, puis qui vont comme sur des places, tu sais, mettons qu'il y a des usines ou de la construction qui creusent puis qui libèrent des mauvaises énergies, comme ils s'infilent pour aller faire des genres de runes alentour pour protéger le territoire des mauvaises énergies. Puis qu'est-ce que ça change dans ce cas-là? Ben, c'est ça qui est comme fascinant, c'est que à date, là, c'est comme un bon genre 250 pages, puis sont peut-être complètement crackpot. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. C'est comme vraiment très, très peu. Tu sais, il n'y a pas de boule de feu, il n'y a pas de genre d'objet qui bouge tout seul, il n'y a pas de potion magique. C'est genre, ces filles-là sont vraiment committed à faire ça. Mais à date, ça pourrait virer qu'ils sont juste comme... C'est dans leur tête. C'est dans leur tête. Ou il y a peut-être... Tu sais, ça prend la forme d'une genre... d'enquête de détective parce que, tu sais, dans la forêt à côté de chez eux, il y a genre un espèce de gros bunker qui dégage une énergie comme, tu sais, eux sont full sensibles à ça, comme une énergie négative vraiment incroyable. Puis là, ils essaient de trouver c'est quoi qui fait l'énergie. Finalement, c'est rien qui est dans le bunker. Ça serait le matériel, à même le béton. Puis là, ils essaient de découvrir l'origine de tout ça. Mais en même temps, c'est comme super ancré dans la réalité parce qu'ils sont comme, justement, comme nous autres, comment on va payer le loyer. On est comme très occupé par notre sorcellerie, mais il faut quand même qu'on aille livrer du Uber Eats parce qu'on a comme pas le choix d'avoir une job parce que c'est ça la vie, genre. Ouais. Puis pour vrai, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment aimé la vibe. C'est comme un peu slacker, mais dans un contexte quand même réaliste, mais avec une touche de réalisme magique, mettons. Là. Fait que, bon, c'est prévu en 2 volumes.
2 volumes, c'est quand même très bien. Ben, c'est ça qui est le gros fun avec investissement, les mangas de français, c'est que ça s'éternise pas comme les mangas du Japon. Parce que c'est ça. Fait que. Rappelle-donc le titre pour les gens. Ça s'appelle Majo no Michi. C'est sorti dans une nouvelle collection des éditions d'Argo qui s'appelle Combo. Qui est comme un peu, justement, ce manga français / jeune adulte. En tout cas, mais c'est bien le fun. Cool. T'en avais pas un deuxième, tu disais? Oui, c'est vrai. Ben, tu veux que je parte une nouvelle puis on revient avec toi? Ça va être plus simple. Oui, OK. Pour te faire un petit break. Ouais, j'avais ça. Qu'est-ce que j'avais noté dans mes affaires? Ah oui, ben en fait, plus de 5 ans après avoir annoncé, on va finalement rentrer en production pour une série basée sur Magic the Gathering, le populaire jeu de cartes Magic, qui fonctionne, qui cartonne encore aujourd'hui. Là. Ben, je sais pas si c'est dans mon cercle que ça revient. Ça revient. Genre, je sais pas si c'est déjà vraiment parti. Mais dans mon cercle, ça revient. J'ai le même feeling pour vrai que ça revient, et pas sous forme de POG. Je sais pas si c'est parce qu'on a peut-être des gens qui sont plus sensibles à cet univers-là autour de nous, mais je pense que ça vient par vagues. Ouais. Magic a eu des vagues comme ça. Dans les années 90, à un moment donné, ça a fait un peu... Ça s'est pas planté, mais c'est comme perdu en popularité, puis c'est revenu. Peut-être aussi avec les adultes qui savent maintenant qu'ils peuvent jouer des jeux, même s'ils sont rendus des vieux monsieur et des madames. Puis tu sais, c'est pas juste des gens... C'est pas juste de la nostalgie, mettons. Là. Non, c'est ça, c'est pas juste... C'est pas tous des gens qui jouaient jeunes, mettons. Non, c'est ça. Non. Puis quoi qu'il en soit, c'est ça. Il y avait un projet qui avait été annoncé d'une télésérie du côté de Netflix il y a 5 ans de ça. Puis depuis, il n'y avait pas grand-chose qui s'était produit. Et même qu'à un certain moment, les frères Rousseau, là, les réalisateurs de Avengers Endgame, l'Avengers Infinity Wars et d'autres films dans le cadre de Marvel Studios, étaient rattachés au projet pour l'adaptation. Puis finalement, ils ont fini par quitter le projet. Et c'est Terry Matalas, dont je vous ai parlé quelques fois à l'émission, qui est maintenant le showrunner de ce projet-là, qui sera une série d'animation, je vous le rappelle. C'est lui qui avait réalisé, entre autres choses, la saison 3 de Star Trek Picard, que moi j'ai beaucoup aimé, et qui est en train de travailler sur une série spin-off de WandaVision qui sera dédiée au personnage de Vision. Donc il est bien occupé. Je sais qu'il travaille aussi sur l'adaptation d'une nouvelle mouture ou une refonte plutôt du film Enemy Mine. Oh wow. Ah ouais. Oui, c'est encore une. Encore une. Cette fois-ci, il n'y aura pas de mine juste parce qu'il y avait un producteur qui pensait qu'il fallait avoir une mine dans le film Enemy Mine. C'est pas une joke, là. Il y a une mine dans Enemy Mine parce qu'il y a un producteur qui se disait, mais là, il n'y a pas de mine dans le... C'est vrai, ça? C'est pas une joke. C'est incroyable. Dans le monde, sont... Wow. Ouais. C'est pas parce que t'es haut placé que t'es bright. Non, vraiment pas. Donc, Terry Matalas, c'est là-dessus, série d'animation, fait dans le style d'un animé. Comme, non, pas celle-là, ça c'est le prochain projet dont je vais vous parler. Puis, on n'a pas plus de détails sur l'univers, dans le sens que, tu sais, l'univers de Magic, là, c'est très large. Là. Ça comprend des nombreux sorts, des créatures, des niveaux d'existence, des univers littéralement complets. Donc, on sait juste qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Puis je pense que ça sera une série qui va être attendue avec beaucoup d'appréhension de la part des fans qui sont excessivement dédiés à ce jeu de cartes-là. Je vous parlais d'anime. Ça, c'est l'autre projet de Netflix qui est aussi un projet d'animation. C'est une adaptation de Splinter Cell, le jeu populaire, la franchise de jeux populaire de Ubisoft, qui avait été lancé en 2002 puis qui a engendré 6 suites quand même. Ça va s'appeler Splinter Cell Death Watch. Il y a un teaser qui est sorti, un aperçu qui est sorti, qui est disponible sur Internet, fait cette fois-ci dans le style des animés japonais, et ça met en vedette la voix de Liev Schreiber dans le rôle de Sam Fisher, le personnage principal de la série. Et c'est scénarisé et produit par un certain Derek Kolstad, qui a entre autres scénarisé John Wick et Falcon and the Winter Soldier. Donc ça va sortir prochainement. Il n'y a pas de date non plus de sortie pour ce projet-là. Puis là, c'est pour me faire plaisir. Non, on va retourner à toi, c'est vrai. Ah oui? Oui. Ouais, c'est juste une petite affaire, là. C'est un livre que je considère une excellente blague. Ça s'appelle « Le merveilleux royaume des humains ». C'est... Fiction. Comment? Oui, c'est une fiction. C'est par une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Tar Mars et scénarisé par un gars que je ne connais pas vraiment qui s'appelle Chariot Spiral, c'est son pseudo. Wow. Puis en gros, ça met en scène, c'est comme une jeune fille qui se promène dans la forêt puis elle trouve des
lutins, on va dire ça. Là. Elle trouve des lutins. Ouais, à mi-chemin, tu sais, un peu, pense à genre l'univers de David le Gnome, là, mais plus lutin du Père Noël, mettons. OK, c'était bon, ça. Mais qui vivent dans... Ouais, c'était quand même cool. Très cool. Qui vivent dans la forêt, puis là, il y en a un qui est comme fasciné par les humains, puis là, il veut faire son stage chez les humains. C'est comme elle qui montre, qui l'amène avec elle dans toutes les affaires de sa vie de tous les jours. Puis genre le petit lutin qui est comme « Waouh, tout ça est incroyable! » Puis qui essaie d'apprendre notre culture. Puis pour vrai, c'est vraiment divertissant. C'est léger. Mais le dessin est vraiment le fun. Il est super expressif. C'est naïf ou ça se veut? Ben c'est ça. C'est comme ça a l'air... Ça a l'air d'une BD pour enfants qui n'en est pas une. Okay. C'est cette zone. C'est ça, je me demandais c'était quoi la zone. Mais pour vrai, ça m'a bien fait rire. Puis c'est vraiment chouette. Puis c'est ça. OK. Pour moi, c'est ça le truc pour me faire plaisir. Ma dernière nouvelle, c'est concernant la franchise Scream, que j'en ai souvent déjà parlé à l'émission. J'aime énormément cette franchise d'horreur. C'est slasher qui a été lancé en 96. Donc, c'est Courtney Cox qui était à un événement de charité ce week-end. Et elle a profité de cet événement-là pour parler de son implication dans le prochain Scream, le numéro 7, elle n'a pas signé encore pour reprendre le personnage de Gil Weathers, donc c'est pas fait encore. Mais qui a signé pour Scream 7? Neve Campbell, seulement pour vrai. l'instant. Ça avait été annoncé en mars dernier. Elle sera de retour dans la peau de Sidney Prescott après le départ des deux vedettes principales de la nouvelle refonte, qui était Melissa Barrera, qui avait été un peu cancel en fait par Hollywood après des tweets où elle parlait de la situation à Gaza et avec la guerre à Gaza. Et Jenna Ortega avait quitté en fait le projet. Ça, c'était pas en lien avec Melissa Barrera, mais parce qu'elle était trop occupée, son profil à Hollywood avait augmenté. Quand même. Et les tournages, en fait, le tournage ne fitait pas tout simplement dans son horaire. Là. Elle est excessivement occupée de ce temps-ci. Courtney Cox, elle n'a pas signé pour reprendre le personnage de Gil Weathers, mais elle aimerait bien. Ça veut pas dire que ça se refera pas. Et elle en a profité pour dire « Ok, c'est cool, j'aimerais ça revenir, mais aussi j'aimerais ça qu'ils ont trouvé une manière de ramener Dewey, qui, spoilers, là, mais là, ça fait 2 ans, là, plus que 2 ans, 3 ans, est décédé dans la refonte de la franchise. Elle aimerait bien revoir David Arquette. Elle dit, je sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais arrangez-vous. Puis, tu sais, c'est le cinéma, là, tout est rendu possible. La conciliation travail-famille. Elle n'est plus avec David Arquette depuis plusieurs années, mais ils sont encore en bon terme. Je ne sais rien. Oui. Non, en fait, la franchise de Scream fait miroir beaucoup à leur relation, ce qui est assez ironique. Puis dans le film où les deux se sont retrouvés après plusieurs années, un en face de l'autre, dans la peau des personnages dans lesquels ils se sont rencontrés, jadis, dans les années 90, elle était très émotionnelle, cette scène-là, et ça a l'air qu'ils ont pris la moins émotionnelle de la gang, parce que les deux acteurs pleuraient pour vrai. Donc, ils ont une relation quand même assez fusionnelle, ils sont proches encore aujourd'hui. Donc, elle dit, bon, trouver moyen de ramener Dewey. Ce sera le premier film réalisé par Kevin Williamson dans la franchise Scream. C'est lui qui l'a créé en 96. C'est le scénariste d'origine. Son autre film à son actif, c'est genre quelque chose, Mrs. Kendall. J'oublie tout le temps le maudit titre de cette affaire-là. Ouais. Anyway, ça c'est un... Saving Mrs. quelque chose. Non, c'est pas Saving, là. C'est, en tout cas, anyway. De la bonne radio. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il n'y a pas un Saving Sarah Silverman? Non. Ça, c'est une série. Non, ça, c'est un autre film. Là. C'est pas grave. Ça n'a pas fait... C'était pas un succès. Là, ça a été avec Katie Holmes. Je me souviens que Katie Holmes était dedans. Ouais. C'est pas mal tout ce que je me souviens. Je me souviens pas du film. Mais il a réalisé juste ce film-là dans les années 90, début 2000. Puis il n'a rien fait en termes de réalisation depuis. Sa deuxième réalisation sera Scream 7. Donc, le tournage est censé débuter bientôt, en souhaitant que Courtney Cox s'y retrouve, parce que je l'aime bien. C'est tout. On a fait le tour, messieurs? Ouais. Hey, moi, je viens de penser à quelque chose. Vas-y, man. Sur Disney+, /Hulu, /Star, whatever, il y a une série documentaire sur Baywatch qui vient de sortir. Oui, j'ai vu ça passer. C'est une série documentaire. Faite par une des actrices qui a travaillé sur la série, qui est Nicole Eggert. Puis à date, c'est bien. J'ai écouté 2 épisodes. Je vois où ils ont coupé des affaires, là, parce qu'il y a des personnages qui sont pas mentionnés, il y a des acteurs qui sont pas mentionnés, surtout dans les premières saisons. Mais en général, je suis aussi
surpris que la plupart des acteurs participent au documentaire. Ça fait du bien, ça. Puis, cool, ça. puis tu vois qu'ils ont interviewé à 2 moments différents parce que souvent, ils ont comme 2 looks différents. Mais à date, je trouve ça intéressant. Combien d'épisodes? C'est-tu une mini-série? Je pense qu'il y en a 4. Ah, quand même, 4 pour un documentaire. Ouais. Ouais. Fait que, il y a ça. Excellent. J'ai tellement parlé de Baywatch il y a 2-3 ans que... Ouais, c'est cool. Je pense que... Je sais pas si tu t'en étais aperçu, mais il y avait un auditeur sur le Discord des Mystérieux Étonnants qui t'a tagué. Ouais, quand j'ai vu le message, je venais de les commencer. Ah, excellent. Bon, je reviens dans les annonces avant de faire une petite pause. Le 28, lundi octobre, le 28 octobre, on fait un show dans le cadre de Space, notre festival qu'on aime beaucoup, Mystérieux Étonnants. On fait ça au Théâtre Plaza sur Saint-Hubert, ici même à Montréal. C'est notre traditionnel spécial d'Halloween. On fait ça chaque année depuis maintenant 2 ans. Jarrett, qui est derrière cet événement-là, avec sa conjointe, Rosie, nous a invités à revenir. On fait ça pour la première fois dans un amphithéâtre. C'est quand même plus gros qu'un bar ou une salle de spectacle. C'est quand même stressant quand tu dis amphithéâtre. Oui, c'est aussi stressant quand tu vois les rapports de billets que je reçois le matin. C'est stressant. En espérant que ça soit rempli d'ici la semaine prochaine. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on n'est pas stressé d'acheter nos billets. Fait que oui, on m'a dit ça. Ça veut dire qu'il y a des ventes qui s'en viennent. Ouais, ben j'espère. Faites-le. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Il n'y a pas d'excuse. Vous cliquez dessus et vous allez accéder à la boutique en ligne. C'est 15$. C'est gratuit à la porte. Par contre, si vous avez déjà une passe Space, ce qu'on appelle un passeport Space, qui vous donne accès aux événements de ce festival qui aura lieu sur 2 semaines. C'est vraiment un bel événement. J'aime beaucoup ça. Je suis vraiment content que Jarrett nous invite encore une fois, en espérant vous y voir costumé si vous voulez. Toute l'équipe des Mystérieux Étonnants sera costumée. À date, je peux vous confirmer la présence de Simon, de Laurent. Wow. Jake devrait être des nôtres. Johan également, moi et notre amie Charlotte. On verra si on invite d'autres personnes à l'émission. On peut faire ça, right? On peut inviter des gens. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'est notre show. Donc, l'épisode sera disponible le lendemain. On va se déguiser en Winnie l'ourson, on va se déguiser Ouais, mais toi, tu m'as parlé du costume que tu voulais faire de Winnie l'ourson, puis je suis pas sûr que Nubat, c'est une très bonne idée, Laurent. Je le dis de même, le cru, mais... Écoute, c'est dans un bar, c'est 18 ans et plus. Oui, mais non, tu feras pas ça. Tu feras pas ça. Ouais, mais il faut que les gens soient consentants de voir ton... Oui, c'est ça. Ben, je pense que de toutes les Mystérieux Étonnants, c'est peut-être le seul que les gens seraient d'accord. Non? Moi, je peux me prononcer pas là-dessus. Mais non, mais je veux pas dire que je veux pas. Je veux pas dire que je veux le voir non plus. Là. Ce que je dis, c'est. Tu sais, Laurent, ce serait comme. Personne veut voir le mien. Ben là, je dis pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. Il a pas dit personne. Il a dit que c'était pas tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est que si on était pour prendre le pouls de la population, il y a plus de chances. Oui. Ah ouais? OK. Ah, oui. Ben, c'est bon ça. Je m'inclus là-dedans. Là. J'ai personne qui veut le voir. Moi non plus. Là. Quand je passe devant le miroir, je regarde à gauche. Là. C'est pas vrai que je vais... Non. Faudrait... Mais Gauthier, va-tu être là? Oui, ben... Ouais, je pense que Gauthier a des plus... grande. Il y a une curiosité. Là, il y a une curiosité autour de cette tribu. Tu vas en vendre le hype. Mais Gauthier, malheureusement, un événement BD à l'extérieur du pays. Donc, c'est pour ça qu'il ne sera pas là. Je suis désolé. Oui, mais ça veut pas dire que... Il y a un bout de lui qui va être là. Ben, c'est ça. Ça veut pas dire... Parce qu'il mène large. Fait que c'est clair. J'ai mon idée de costume. Ça prend un petit chapeau. T'as-tu besoin de casse de main? Une corne, quelque chose. Bon, vous irez écouter notre spécial de notre 800e si vous voulez comprendre ces insides-là. Où est-ce que j'en étais? Bon, c'est ça. En espérant vous y voir, là, les billets sont en vente dès maintenant sur le site de Space, le lien dans le descriptif de l'épisode. Cette conversation-là, mais live dans un amphithéâtre. Imaginez ça, la magie. Sinon, vous pouvez nous laisser un message vocal. D'ailleurs, j'ai oublié de faire jouer le message vocal. Ah, ben là, on va faire ça, là. C'est ça. On en a un SpeakPipe comme Bast qui vient de nous donner ça la semaine passée. Salut les mystérieux, je prends une chance. J'écoutais dernièrement le film I Now Pronounce You Chuck and Larry parce que je suis une mauvaise personne. Puis j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la calligraphie du titre quand ça arrive, c'est la même calligraphie que les Mystérieux Étonnants. Donc, je me demandais, est-ce que Adam Sandler a copié les Mystérieux Étonnants?
Je doute fortement qu'Adam Sandler a copié Les Mystérieux Étonnants. Je ne sais pas à quelle année ce film-là est sorti. Peut-être qu'il est sorti après le logo des Mystérieux. Ça fait pas si longtemps que ça, mais ça... Les Mystérieux, c'est 2006, donc il y a presque 20 ans de ça. Mais oui, non, écoute, puis c'est drôle parce que quand j'ai reçu ton message, Bast... 2007. OK, c'est un an après. Je me suis posé la question, c'était quoi déjà la fonte d'origine? Parce que le logo a été remodelé il y a quelques années par notre ami Philippe Tremblay, qui est un graphiste. Pour les gens qui écoutent le show depuis longtemps, c'est lui qui dit « Comme ça, moi, les animaux ». Donc, c'est son catchphrase. Mais je ne sais pas, je me souviens pas de la fonte. Je sais qu'elle a été hautement modifiée, donc... mais non, je doute fortement. Puis, tu sais, tu dis, parce que c'était une mauvaise personne. Moi, je veux dire une chose. Écoute ce que t'aimes. Ouais. On s'en fout, là. Moi, je l'ai pas vu, mais je suis en train de regarder le casque dans ce film-là, puis je suis quand même vraiment impressionné. Moi, je l'ai reçu en DVD parce que Anthony Hamlin, anciennement du... c'est quoi, le Cabanon? C'était quoi le Les films dans le Cabanon? Les films dans le Cabanon se débarrassaient d'un lot complet de films du début des années 2000 poche. Puis moi, c'est mon shtick. C'est vraiment ma zone. Puis j'ai écrit tout de suite. Puis il est venu m'éporter. Et dans ce lot, il y a ce film-là. Donc, je vais le mettre sur le dessus de la pile parce qu'il faut que je passe au travers. Moi, laisser de côté les Scary Movies. Ils sont toutes là, d'ailleurs. Mm-hmm. Je vais le mettre là juste pour toi, Bast. C'est Spooktober. Oui. Je suis sûr que Pronounce You, Chuck and Larry, c'est très épeurant. Moi, j'aime beaucoup Ubi Halloween de Adam Sandler qui est sur Netflix. No joke, je l'aime vraiment, ce film-là. Il est très Halloweené. Fait que, il est dans ma liste. Écoute ce que tu veux, Bast. Si ça te fait du bien, là, on s'en fout ce que les gens pensent. C'est ça ma réponse. Tu sais, c'est pas parce que t'as des goûts de marde que t'es une mauvaise personne. Exactement. Si t'es au fait, bien dit, ça. Si t'es au fait que t'as des goûts de marde. Puis tu sais, je veux dire, Simon, puis c'est correct, là, je veux dire, je dis pas goût de marde négatif. Non, c'est ça. Mais toi, t'écoutes quelqu'un qui Simon écoute de la marde. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas dire que c'est pas bien, c'est Simon, là. T'écoutes des trucs assez douteux, des fois. Ben oui. Écoute Dallas en ce moment. C'est pas douteux, c'est de la grande télé. C'est de la grande télé. Ça fait partie de l'histoire de la télé. En tout cas, anyway, si vous voulez faire comme Bass, laissez un message vocal. L'adresse est speakpipe.com/mystérieux. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Si vous voulez nous encourager par Patreon, il y a quelques personnes d'ailleurs qui se sont rajoutées dans le mois dernier. Merci beaucoup. Le lien est aussi dans le descriptif de l'épisode. En échange de votre contribution Patreon, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif. En ce moment, on est sur un cycle dédié à Tim Curry, film qui le met en vedette ou dans lequel il a joué. Et le dernier film qu'on a fait, qui est disponible depuis la semaine dernière, c'est un film de National Lampoon que je ne connaissais pas, qui s'appelle Loaded Weapon 1, qui est un pastiche des films de Body Cop Movie, de Lethal Weapon, qui est, ma foi, très bon. Oui. Qui met en vedette Emilio Estevez et Samuel L. Jackson. Ouais. C'est malade. Pensez un peu à genre pas Police Academy, mais l'agent fait la farce, mais sur le crack. Les gags visuels sont excellents. Le film coule super bien. C'est genre 1h22. C'est très bon. Ah ouais, donc, on a parlé de ce film-là avec mon ami Rémi Fréchette, dont le film Time Man va être projeté dans le cadre de Space. Ça a été annoncé également. C'est vrai, vous avez parlé de Times Square aussi. Times Square. Moi, j'avais adoré ce film-là. C'est super bon. Ça, c'est la semaine d'avant. En tout cas, quand vous vous abonnez au Patreon, vous avez accès à l'entièreté des épisodes qu'on a déjà fait. Et on va parler de films qui met en vedette Tim Curry pour octobre, qui fait un peu Halloweené. OK? Aussi, quand vous contribuez en avance quand vous avez contribué au Patreon, vous avez accès en avance aux Terre humaine chez Isidore. Donc, les épisodes sont disponibles pour le public en entier, mais vous êtes 2 épisodes en avance sur le Patreon. Vous faites en sorte également qu'on peut produire Noël chez Isidore, Terre Kaiju. Pour les gens qui se posaient la question, maintenant, notre podcast est disponible sur YouTube Music, à même notre site aussi de YouTube, notre chaîne YouTube, où il y a une section qui s'appelle Podcast. Tout est là, vous pouvez vous abonner directement parce que Google Podcast n'existe plus. J'avais activé les podcasts, puis il y avait une petite affaire que j'avais pas fini à faire, c'est qu'il n'était pas disponible sur YouTube Music, il n'était pas disponible sur notre chaîne YouTube, mais là, ils le sont. Donc, si vous les abonnez, c'est pas visuel, là, c'est de l'audio, comme le podcast que vous obtenez sur Spotify ou à Apple Podcast. Il est maintenant disponible depuis la semaine dernière. Donc, allez le chercher là. On est aussi disponible sur Amazon Music. Plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est aussi sur mystérieuxétonnant.com. Et je rappelle que notre ami Jake Dion est à la recherche d'un appartement. Ben à mystérieuxétonnant.com si vous avez une plug pour lui, parce qu'en ce moment, le taux d'occupation à Montréal est en bas du 1%.
Ça fait tellement de sens. Je peux pas croire que ça soit pas d'abord à adresser. Donc, il cherche un appart. C'est quand même urgent, je vous dirais. Là. Écrivez-moi ou écrivez directement à Jake sur Facebook. Merci à l'avance pour ceux et celles qui le feront. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine. Un BD de Chip Zdarsky. Entendez-vous le sourire dans ma voix? Avengers Twilight. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Chip Zdarsky et Daniel Acuna. Et c'est publié chez Marvel Comics. Mais juste avant, Laurent, une annonce importante. Teaching Mrs. Tingle. Et voilà. C'est ça le film de Kevin Williams. Teaching Mrs. Tingle. Je sais pas, il faudrait que je le réécoute, voir si ça a bien vieilli. Je pense que je l'ai jamais vu. Pas très bon dans le temps. Il faudrait que je le réécoute. Les goûts, ça change avec le temps. Donc, on est dans... C'était une suggestion de Simon. Est-ce que tu veux mettre la prémisse? Est-ce que tu veux présenter la bande dessinée, Simon? Je peux essayer. C'est dans l'univers de Marvel, dans un futur un peu rapproché, mais pas trop loin, où il y a eu un événement qui s'appelle le Age Day, où la plupart des héros sont soit morts ou soit ils ont arrêté de faire leur job. Fait que là, c'est le gouvernement et la police. En tout cas, ça devient une espèce de monde très... contrôlé, c'est presque fasciste, là. Ouais, c'est ça. Puis ça s'en va de plus en plus fasciste. Et on a un Captain America vieillissant qui a plus le sérum. Donc, c'est un peu lui, notre personnage principal. Et là, il recroise d'autres anciens héros. Puis là, il y a la résistance. Puis là, plus ça va, plus il reforme les Avengers avec des nouveaux personnages et d'autres anciens. Et là, un des méchants aussi est le fils de Tony Stark qui est devenu une espèce de tout. De asshole. Ouais, c'est ça. Un tech bro. C'est vraiment un tech bro millionnaire qui pense juste à lui puis qui se fait un peu contrôler par le frère de Jarvis qui pour le reste on va spoiler tantôt. Ouais. Voilà. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée qui est Avengers Twilight, vous pouvez faire pause et y revenir quand vous aurez fait votre lecture. C'est correct comme c'était parfait. Moi, je pense que la seule chose qu'il faudrait rajouter, c'est que les Avengers maintenant sont contrôlés par le gouvernement. Ouais. Et qu'il y a un lien étroit entre le gouvernement et Stark Industries, mais ça, tu l'as quand même mentionné. Et c'est ça l'information contrôlée par les grands médias. Ouais. Les gens vivent dans une illusion de liberté. Ouais. Un peu l'idée qu'on se fait de ce qui peut arriver avec la droite américaine. Oui, il y a quelques petits c'est très influencé par ce qui se passe. D'ailleurs, un peu à la manière des Watchmen, être un super-héros est aboli. Ouais. On n'a pas le droit d'être super-héros dans ce futur-là. On va faire le tour rapidement, voir votre appréciation, puis après on va plus en parler en détail. Rapidement, Simon, toi c'était ta suggestion. Je ne sais pas si tu l'avais lu. Est-ce que tu as aimé Avengers Twilight? Je l'avais lu avec un numéro par mois. Fait que c'était bien, je voyais le potentiel, mais chaque mois, tu décroches un peu. Fait que là, c'est bien, je l'ai lu d'une traite. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense... La force de la BD aussi, c'est l'art. Moi, Daniel Acuna, j'adore son art, même si des fois, il y a des faces que tu dis « Ah, c'est qui? Je suis pas sûr, quel personnage? » Mais en même temps, il y a un look vraiment le fun. Puis Chip Zdarsky, en général, j'aime pas mal tout ce qu'il fait. Puis ses dialogues sont bons, son action est bonne, ce qui se passe aussi. C'est comme un futur... J'aime le fait que c'est un futur un peu dégueu, mais c'est pas un Age of Apocalypse non plus, là, fait qu'il y a comme un peu d'espoir aussi encore. Il est lumineux quand même, ce futur-là. Ouais, c'est ça. Comme ça qu'il est représenté. D'ailleurs, il n'y avait pas Chip Zdarsky fait 2 séries différentes de Spider-Man dans un futur possible? On en avait parlé à l'émission. Ouais. C'est quelque chose dans lequel il trempe depuis quelques temps, là. Puis il avait fait aussi la dernière histoire de Justice League chez DC aussi. Un peu en même temps que Avengers 3. Un peu la même prémisse, donc. L'histoire était très différente, mais c'était un peu l'idée de OK, là, c'est la dernière histoire. Okay. Toi, Laurent, comment tu as trouvé ça?
J'ai pas mal aimé ça aussi. Pour vrai, j'étais comme surpris. Je savais pas ça allait être quoi, là. Puis j'étais comme... J'ai aimé la prémisse, j'ai pas mal tout aimé, pour vrai. C'est une bonne ride, c'est le fun. Il y a 3-4 affaires que je trouve, tu sais... Il y a comme Le bout qui me gosse le plus, c'est que, tu sais, au début, t'as Steve Rogers, puis comme avec Luke Cage, puis Matt Murdock, puis c'est comme... Tu comprends qu'ils sont toutes là... C'est ceux qui restent. C'est ceux qui restent, oui. Puis là, ils sont comme, ah ouais, on devrait-tu faire plus? En tout cas, on est un peu pogné, blabla. Puis là, comme, quelques pages plus loin, c'est comme, ouais, Matt est mort. Puis on n'en parle plus jamais. Ils l'ont jamais montré. Là, j'étais comme, la façon que ça a amené, j'étais comme, ils font croire que Matt est mort, mais on va le revoir. Tu sais, mais non, Matt est mort, puis on n'en parle plus jamais. C'est comme, ils le montrent pas, c'est ça. Ouais, ils le montrent pas, ils en reparlent pas, on sait pas comment, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Je suis comme, pas de funérailles, c'est ça. C'est comme si en tout cas, il y avait des raccourcis un petit peu, mais sinon, autrement, j'ai quand même aimé. Je me demande si, à un certain moment, c'était pas l'élément déclencheur pour que Steve Rogers redevienne Captain America, puis il a décidé de l'enlever parce que c'était un cliché. Je sais pas si ça faisait partie des cartons. Là, ouais, peut-être. Il y a aussi peut-être que de la façon que c'est construit, il y a comme des ellipses dans le temps aussi, ça va comme... Ouais, c'est vrai. Peut-être que ils se sont vus là, puis là, c'est comme 3 mois plus tard, puis ils se voient pas si souvent que ça. Fait que ouais. Ça a quand même l'air du lendemain, pareil. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait comme... écoute, ouais, c'est le bout où j'ai comme sourcil. Sinon, moi, personnellement, j'ai trouvé que le rythme de la bande dessinée était super bonne. Encore une fois, c'est le genre de bande dessinée que j'aimerais faire lire à quelqu'un qui pense que le comic est seulement une chose, et cette chose est très stéréotypée, ce qu'elle peut l'être, mais elle peut être aussi, c'est un médium qui peut être très intelligent, qui peut raconter des histoires uniques, puis qui sont destinées à un public plus mature, plus adulte. Ça, c'est une de ces bandes dessinées-là, de ces séries-là. Je ne m'attendais pas non plus, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. J'aime bien, moi, qu'on propose un futur possible, quoique des fois on tombe facilement dans les clichés. Là, on nous en servait quelques-uns, mais on allait dans des directions que je m'imaginais pas. Puis ça m'a donc surpris. C'est très rafraîchissant. C'est le genre de BD pourquoi je lis encore du comic à mon âge. Ça fait partie du lot. La seule affaire qui m'a déplu, puis ça n'a rien à voir avec la bande dessinée, c'est à cause de moi, c'est que je l'ai lu en numérique, puis là, j'aimerais ça me l'acheter, mais je l'ai déjà lu. C'est le genre d'affaire que tu l'as acheté, puis là, t'es fier de ton achat après, t'es fier de toi, tu te donnes une claque dans le dos, bravo, tu t'es pogné un bon numéro. Mais j'ai bien aimé ça. Je me demande si, un peu à la manière de Old Man Logan, Marvel saura résister la tentation d'explorer une fois de plus cet univers-là. Parce qu'il y a potentiel, ça finit sur une certaine fin ouverte, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une suite. Puis encore une fois, comme je vais faire écho à ce que Simon disait, les dialogues de Chip Zdarsky, c'est excellent. C'est le genre de lecture qui coule et qu'à un moment donné, tu oublies que tu es en train de lire une bande dessinée, puis c'est juste les images qui vont défiler devant toi. Si éventuellement dans genre 15 ans, 10 ans, whatever, on ramène des vieux acteurs qui ont participé aux premières phases de Marvel Studios, je pense que ce sera la bande dessinée qui va inspirer potentiellement ce film, parce que ça serait une très bonne base. Ouais, tout le monde... Ouais. Il existe presque de les ramener. L'inspiration, inspiration. Age of Ultron en film n'a rien à voir avec le comic book. Là. C'est vrai. Civil War est quand même différent. Ça serait une base, une prémisse seulement. Justement, tu mentionnes Ultron. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette espèce de curve qu'il y a eu, que on se fait dire que c'est Ultron qui est là, spoiler. On spoil. Qui est un peu derrière tout ça, mais finalement le méchant principal utilisait Ultron. Fait que j'étais comme ok, fait que c'est pas Ultron, puis là c'est le Red Skull qui est déguisé en frère de Jarvis, qui a pris sous son aile le fils de Tony Stark et de Janet Van Dyne, qui est Wasp. Puis qui l'a un peu élevé à son image ou avec ses valeurs. Fait qu'on a le James Stark, je pense. James Stark, oui, c'est ça. Qui est... c'est qui gosse. Il est têtu, là, comme Stark. Ouais. J'ai aimé aussi que ce personnage-là, parce que pendant longtemps, on essaie de revendre. Tu sais, c'est un peu à la manière, justement, où des fake news, là, ou des comment on pourrait dire ça? Il y a des partis qui vont faire du spinning sur des choses qui se sont passées, puis non, il n'a pas voulu vraiment dire ça, c'est pas ça que ça veut dire. Là, on essaie de spinner dans ce futur lointain
que le Red Skull, en fait, était du côté des bons. Parce que, non, il s'opposait à Hitler. Mais non, il s'opposait à Hitler parce qu'il voulait prendre pouvoir du parti en place. C'est là le truc qu'on oublie de mettre, qu'on oublie de souligner. Ça. Fait que ce côté-là était bien. Puis quand on découvre, en fait, que le Red Skull est ce Jarvis déguisé, si vous voulez, lui-même, ça c'est brillant du Red Skull, va adresser la situation à James parce qu'il lui dit ils vont essayer d'utiliser cette information-là pour te retourner contre moi. Fait que c'est pour ça que il va pas le tuer, il va pas essayer de le désarmer, il veut utiliser l'information pour le garder de son côté. Puis ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez brillant dans une époque où on est dans beaucoup la manipulation de l'information. Mm-hmm. Il y a aussi le moment où la première attaque de la... voyons, je cherche le mot, la résistance. Mm-hmm. Menée par Captain America se passe à Times Square pendant la fête du Nouvel An, puis là, à un moment donné, il se retrouve comme, il fait un speech, puis il dit tout ce que vous savez, c'est faux, puis blablabla, puis elle a aucun impact. Ça n'a aucun impact, les gens sont fous. Mais non, mais en plus qu'ils foirent leur plan, ça c'est rare qu'on voit ça aussi, là, que genre, tu sais, comme... Le plan, c'est qu'il y ait un speech, mais qu'il y ait des images. C'est là, ça. il chie la partie des images. C'est juste un speech un peu, c'est un genre Old Man yelling at clouds, comme c'est ça. On vous ment, là, on vous contrôle. Comme, oui, papy, va te coucher, merci. Puis même Captain America est vu comme un personnage ringard à cette époque-là. Ouais. Le twist que j'ai aussi... très apprécié. C'est pour ça que je dis que des fois, la BD est comme cliché, mais d'autres fois, elle l'est pas du tout. Là. Puis quand je dis cliché, c'est pas nécessairement négatif. Là. C'est qu'on utilise à bon escient ces clichés-là. Quand les vieux de la vieille Avengers sont rassemblés, donc Thor revient, Iron Man est présent sous une autre forme, on va en parler tantôt, on rentre dans l'Avengers Mansion pour découvrir de l'information sur ce qui est les nouveaux Avengers qui sont à la solde du gouvernement. Puis finalement, pour se rendre compte, non, c'est juste des... on les voit au travers de faux reportages créés grâce à l'IA. Puis il n'existe pas. Il n'y a pas de nouveaux Avengers qui travaillent pour le gouvernement. C'est un leurre pour garder le public sous contrôle ou rassurer. Exactement. Les Avengers veillent sur nous. Mais... Puis là, parce que moi, je m'attendais à cette confrontation-là finale entre la vieille carte et les nouveaux super-héros, un peu à la manière d'un Kingdom Come. Puis non, finalement, non, ces personnages-là n'existent pas du tout. J'étais, ok. Ça m'a eu aussi, ça m'a surpris. Ça m'a très bien surpris. Oui. C'est juste que je me suis rendu compte de ça tantôt quand je décrivais la BD, mais il n'y a pas de mention des mutants. Pas des X-Men, c'est vrai, je sais pas. C'est vraiment une histoire pour les fans de Avengers. Tu sais, c'est pas de l'univers Marvel, c'est vraiment très centré Avengers. Ce qui est, je dis pas ça négativement, c'est bon, mais j'étais comme, oui, mais c'est vrai, on sait pas d'autres héros qu'on connaît, qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Je sais que dans Old Man Logan, ils ont juste dit qu'il avait été exterminé, mais ils n'ont pas dit comment. Peut-être qu'il est arrivé l'équivalent. Old Man Logan, c'était Wolverine qui les a tués. Ils avaient tout tué, mais il avait tué les X-Men, il n'a pas tué tous les mutants en complet. C'est ça. C'est ça. Mais ils ont comme dit à un moment donné, c'est un passage rapide, il dit la population des mutantes, c'est comme... Il n'y avait pas de nouvelle naissance mutante. Fait qu'il y a peut-être arrivé quoi de ça qu'on ne sait pas. Là. Mais ce qui est bien, c'est que justement, tu peux aussi explorer ce monde-là avec d'autres personnages de l'univers de Marvel. Oui, exact, c'est ça. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'on va peut-être revisiter l'univers de Avengers Twilight dans le futur. Il y a un potentiel de faire la suite de ces nouveaux Avengers qu'on rencontre à la fin de cette nouvelle équipe-là. D'ailleurs, je voulais parler de Tony Stark. Tony Stark est... J'ai ri parce que, surtout à un moment donné, il finit par être libéré, mais il devient les têtes flottantes comme dans Futurama. Il est dans une grosse tank sur The Raft, la prison des super vilains, qui est maintenant transformée en laboratoire sur une île en plein milieu de la rivière du Hudson. Puis il reste juste une tête, une partie de son torse. Et son fils va il flotte dans un genre de bocal, là, comme un poisson. Là. Puis son fils va avoir accès à lui juste pour avoir de l'information. Juste pour y soutirer des idées techno. Exact. C'est vraiment glauque, ce bout-là. Là. Fait que, finalement, on a réussi à le libérer pour le remettre dans une armure d'Iron Man. Puis son sacrifice à la fin il fait du sens. Là.
Mais c'est dark, man. Ton fils t'utilise comme une banque de données. Là. C'est dark. Ouais, puis même quand Tony revient, il est pas capable de convaincre son fils Non. Son fils est vraiment stické parce que... Il est un peu bébé. Oui, il Ouais, est un il est peu... très bébé. Vous m'avez abandonné, d'autres. On était poursuivis par le gouvernement. Là. Ouais, C'est pas de notre faute à nous autres. Là. Qu'est-ce que vous avez pensé du retour de Wasp? Est-ce que vous avez... Parce que Ouais, ok. quand je l'ai lu, j'étais comme... il me semble que c'était un peu facile, mais ça aide beaucoup le récit, mais j'étais comme... c'est un peu trop de Ex Machina. C'est drôle que tu le mentionnes parce que je l'ai lu 2 fois, juste pour être sûr de bien comprendre. Parce qu'on fait comprendre que Tony Stark est capturé après les événements du HD. Ça, on le sait. On sait pas ce qui est arrivé à The Wasp. Fait qu'on sait pas si elle a été assassinée, si elle est emprisonnée quelque part. Ça, on le sait pas. C'est établi assez rapidement qu'on voit que Tony Stark est encore vivant. Mais j'ai comme oublié son existence après. Donc, quand elle est ramenée de cette espèce de... Moi, j'ai appelé ça comme le personnage dans Les Aventuriers du Temps perdu avec le Blue Nose. Là. On la sort d'une bague, elle est entreposée quelque part. Ouais. J'ai fait... Ah, quoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Dans le Nanoverse, là? Non, elle était dans un état quantique. Là. C'est ça. C'est pas trop clair. Elle était dans la bague. Là, elle était dans la bague. Ouais. Mais en théorie, elle a-tu vieilli ou pas? Parce qu'on la voit plus tard puis elle est plus vieille, mais... Non, je pense pas qu'elle a vieilli. Ouais, moi aussi, je pensais... J'avais l'impression qu'elle était en suspension. En suspension. Comme Scotty dans l'épisode Relic de Star Trek The Next Generation, où il est récupéré sur un vaisseau. Oui, pareil. Ouais, c'est ça. Ça m'a pas dérangé, en fait. C'est vrai que c'est convenient, mais ça m'a pas dérangé. Ouais, rien à dire. J'ai très peu de choses qui ont accroché pour moi. Non, moi aussi, j'ai aimé j'ai aimé en fait que c'était vraiment comme c'est une monnaie, c'est ça. Il y a toute la vieille les Avengers originaux, tu sais. Ouais. C'est comme Thor, il revient, ça je trouve ça intéressant aussi. Que lui, genre, il fuit le monde parce qu'il est pas capable de voir vieux. Là, et mourir. Il vieillit pas. Puis là, tu sais, comme il y avait un moment où j'étais comme, il manque juste Hulk, puis tout le monde est là, en fait, tu sais. Puis, il est là. Surprise vers la fin. Ouais, puis on se fait dire aussi que le HD, c'est le Hulk Day. Fait que c'est lui qui a viré fou. Ouais, c'est pas tué tout le monde. C'est pas H pour héros, mais il était contrôlé. D'ailleurs, sa mort est géniale. Là. Il est laissé sous l'océan parce que Thor laisse le marteau sur son estomac. Il peut pas se lever parce qu'il est pas worthy du marteau. Il est pas assez honorable. Puis c'est comme ça qu'il met fin à ses jours. C'est comme, c'est un beau petit trick. Là, si je veux comme gratter là, pour être un peu difficile, là, faire mon comic book guy anal, j'ai adoré le style excessivement lumineux et dynamique de Daniel Acuna. Ses designs aussi. Les designs de l'armure du Red Skull avec ses 2 tuyaux qui rentrent dans les yeux, c'est terrifiant. Là, c'est du body horror. Puis, en plus, il se vide de son sang là, par une de ses pattes de son costume. Le costume d'Iron Man que Tony Stark crée quand il revient dans son espèce de bocal, là, très inspiré du modèle classique. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec ça, mais de tous les designs de cette bande dessinée-là qui est magnifique, je trouvais que c'est celui qui était le plus faible. J'aurais aimé ça un modèle peut-être plus moderne ou un modèle moderne que tu vois les inspirations de son mais il n'y avait pas le temps, là. Il vient. C'est pour ça que je t'ai dit je gratte en ce moment. Mais je trouvais que c'était le plus faible des designs de toute la bande dessinée. Même tant qu'on le ramène, il vit qu'il y a une espèce de casse avec des cornes qui tu sais, puis tu le vois pour la première fois, sa présence. C'était oh yeah, la cavalerie est arrivée, genre. Mais c'est ça. C'est le seul côté que j'ai un petit peu buggy. Mais regarde, faut que vraiment je gratte, là. J'ai bien aimé aussi Luke Cage qui a de la misère à bouger, je pense. Oui. À cause que sa peau est devenue trop pesante, si j'ai bien compris. C'est ça. Sa peau est invincible, puis en vieillissant, il peut juste plus marcher. Il a besoin d'un exosquelette pour se déplacer. C'est ça, son pouvoir. Mais quand il se lance dans le combat, il dit mais oubliez pas que justement ma peau est impénétrable. Fait que là, il se fait tirer dessus, je pense. C'est ça. Ouais. Je l'aime bien, Luke Cage, c'est un bon personnage. Lui aussi, on sait pas ce qui est arrivé avec Jessica Jones, avec son enfant. C'est dans sa propre continuité. Ouais.
Le personnage qui est la femme de Captain America, c'est Rosa. C'est un médecin. On l'a jamais été établi, je pense, dans les comics avant. Ouais, c'est qui? Je me suis demandé si c'était pas non, je pense Night Nurse, genre. Non, je pense qu'elle a été créée juste pour cette bande dessinée-là. Tu sais, leur relation est réaliste parce que quand lui, il décide de finalement redevenir un super-héros, ben leur vie officielle est finie. Elle est en tabarnak. Là. Elle ne peut plus être médecin. Elle est fichée dans le gouvernement. Ils vont jamais la laisser pratiquer. Elle va être arrêtée. Fait que oui, elle travaille à ses côtés. Elle va travailler pour ce qu'ils appellent les Defenders. Hein. Ils n'appellent pas ça les Avengers initialement. Puis, ben, elle le fait, mais à contre-cœur. Ça, ils tentent pas de vivre cette vie-là. Mais ils ont une relation qui est touchante. Puis saine. Ils s'aiment pour de vrai. Puis je la trouve, encore une fois, comme le reste, c'est très campé dans du réel. Puis j'ai aimé cet aspect-là aussi. Chip Zdarsky, man, qui est capable de... Je pense qu'il catch, là, tu sais, ce qui fonctionne dans les histoires de super-héros, c'est le côté humain, le côté dramatique, puis de temps en temps, une scène d'action qui va venir ponctuer son histoire. J'adore. Je trippe au bout. J'ai vraiment aimé cette bande dessinée. Ouais, très bon. Fait qu'on le recommande? Oui. Toi, là, définitivement. Ouais, 10 sur 10, je recommande. Oui, moi aussi 10 sur 10, malgré l'armure de Iron Man. C'est juste parce que je fais mon comic book anal, mais j'ai vraiment aimé ça. Allez vous garrocher. C'est un 6 numéro qui respire bien puis qui se lit très vite. C'est très, très bon. On parlait de Avengers Twilight. Merci Simon, merci Laurent. Merci à vous à la maison. Allez jeter un coup d'œil à notre Patreon si vous avez la chance. Continuez à contribuer. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui le font. Et sinon, on espère vous voir le 28 pour notre spécial d'Halloween dans le cadre de Space. Les billets sont en vente dès maintenant. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. On s'y voit, j'espère. Faites attention à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. Teaching Mrs. Dingle. Bye. Disturbing behavior. Ah oui, c'est vrai, ça, Kelly.